Rare, la chaîne où chaque ouvrage ancien révèle des trésors de sagesse intemporelle. Aujourd'hui, je vous présente un livre exceptionnel, L'art de gagner de l'argent, de P.T. Barnum, un classique rare qui nous enseigne comment comprendre, maîtriser et transformer notre rapport à l'argent. À travers ces pages, nous découvrirons des principes de réussite et de prospérité qui, malgré le temps, demeurent d'une étonnante actualité. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez la voix de ce livre rare vous inspirer. Introduction. Il existe des hommes qui marquent l'histoire non pas par leur naissance ou leur fortune, mais par leur vision. Phineas Taylor Barnum, plus connu sous le nom de P.T. Barnum, fait partie de ceux-là. À une époque où la pauvreté était la norme et la réussite un privilège réservé à une élite, Barnum a prouvé qu'avec de la créativité, de la discipline et une foi inébranlable en ses idées, on pouvait littéralement transformer des rêves en or. Il n'était pas seulement un homme d'affaires, il était un artiste du possible. Là où les autres voyaient des obstacles, lui voyait des opportunités. Là où certains se contentaient d'espérer, lui osait agir. Né dans une petite ville du Connecticut, au début du 19e siècle, Barnum n'avait rien du riche, ses armes les plus redoutables. Avant d'être un entrepreneur célèbre, il fut vendeur, organisateur de spectacles, promoteur d'idées improbables. Ce qui le distinguait, c'était sa conviction profonde. Tout a de la valeur, à condition de savoir la révéler. Et c'est précisément cette philosophie qu'il partage dans son ouvrage « L'art de gagner de l'argent », un livre rare, ancien et pourtant d'une actualité saisissante. Barnum n'y parle pas seulement d'argent, il y parle d'esprit, de méthode et d'équilibre. Car pour lui, la richesse véritable n'est pas une question de chance, mais de compréhension des lois naturelles du succès. Il s'interroge, l'argent se gagne-t-il par hasard ? Ou bien existe-t-il une méthode, un ensemble de principes que tout homme peut suivre pour bâtir sa propre fortune ? Cette question, plus que jamais, résonne dans notre époque moderne, où la quête de réussite semble parfois dominée par la précipitation, le paraître et l'illusion du gain rapide. Barnum, lui, prônait tout l'inverse, la patience, la réputation, la discipline et la constance. Ses conseils, vieux de plus d'un siècle, paraissent étrangement prophétiques. Dans ce livre, il nous enseigne que la fortune n'est pas une destination, mais une conséquence. La conséquence logique d'une vie organisée autour de la responsabilité, de la confiance et du respect de soi. Et c'est ce qui rend l'art de gagner de l'argent si puissant. Il ne s'agit pas d'un simple manuel pour s'enrichir, mais d'un véritable guide pour vivre intelligemment. Barnum avait compris que l'argent ne récompense pas seulement l'effort, mais surtout la méthode. Beaucoup travaillent dur toute leur vie sans jamais atteindre la prospérité. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent sans direction, sans stratégie, sans cette compréhension profonde de ce que signifie faire fructifier ses moyens. Barnum nous enseigne que chaque idée, chaque geste, chaque décision financière est une graine. Certaines germeront, d'autres non, mais seules celles plantées avec discernement et soin donneront des fruits durables. Il nous montre aussi que l'argent est un miroir. Il reflète nos habitudes, nos émotions et notre relation au risque. Si nous dépensons sans réflexion, si nous poursuivons des illusions, il se volatilise. Si nous l'honorons, si nous le gérons avec respect et intelligence, il devient un allié fidèle. Ce n'est pas un hasard si Barnum affirmait que la richesse ne réside pas dans la somme que vous gagnez, mais dans celle que vous gardez. En d'autres termes, la fortune commence dans la tête avant d'exister dans la poche. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la sagesse intemporelle de ce livre rare, page après page, idée après idée. Vous allez découvrir que les secrets de la réussite ne sont pas cachés dans des formules compliquées, mais dans des principes simples, universels et puissants. Des principes que les riches d'hier comme d'aujourd'hui appliquent sans toujours les nommer. La discipline, la réputation, la persévérance, la prudence, le courage et la générosité. Je vais vous révéler les 10 principes éternels que P.T. Barnum considérait comme la véritable science de la fortune. 10 piliers qui, selon lui, peuvent transformer n'importe quelle existence ordinaire en une vie d'abondance,
de sécurité et de respect. Ces principes ne promettent pas la richesse du jour au lendemain. Ils promettent quelque chose de plus rare, la stabilité, la liberté et la paix intérieure que seule la maîtrise de soi procure. Alors, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous guider. Ensemble, nous allons suivre le chemin de ceux qui ont compris que l'argent n'est pas un mystère, mais un langage que Barnum a su parler avec brio. À travers ces leçons, vous verrez que devenir riche n'est pas une question de chance, mais une question d'attitude, de stratégie et d'intelligence du cœur. Bienvenue dans l'art de gagner de l'argent, un voyage au cœur de la sagesse financière, là où chaque mot vaut de l'or. Chapitre 1. Le pouvoir de la discipline financière. Il est facile d'admirer les grandes fortunes, d'envier ceux qui semblent n'avoir aucune limite à leur richesse et de croire que leur prospérité vient d'un talent secret ou d'un don particulier. Pourtant, si l'on pouvait soulever le voile et observer la mécanique de leur réussite, on découvrirait souvent une vérité beaucoup plus simple. Ces hommes et ces femmes ont appris à garder ce qu'ils gagnent. P.T. Barnum le disait avec une clarté presque provocante, « Ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous gardez qui construit la richesse. » Cette phrase, en apparence banale, contient une sagesse qui sépare les esprits prospères des esprits ruinés. Elle résume à elle seule le premier pilier de toute réussite financière durable, la discipline. Barnum n'était pas né riche. Son génie n'a pas été de trouver un trésor caché, mais de comprendre que la richesse se bâtit avec rigueur et patience. Très jeune, il observa autour de lui un phénomène étrange. La plupart des gens, même ceux qui gagnaient bien leur vie, restaient constamment endettés. Ils travaillaient dur, parfois du matin au soir, mais n'avaient jamais de quoi respirer. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient toujours légèrement au-dessus de leurs moyens. À chaque augmentation de revenus correspondait une augmentation de dépenses. L'argent, au lieu de s'accumuler, s'évaporait au rythme des désirs. Barnum, lui, décida de faire l'inverse. Il choisit de vivre en dessous de ses moyens, non pas par avarice, mais par intelligence. Il avait compris que la vraie liberté ne vient pas du revenu, mais du contrôle. Tant que vous dépendez de chaque sou que vous gagnez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier d'un cycle où chaque salaire est déjà dépensé avant même d'avoir été encaissé. La discipline financière, c'est cette capacité à rompre avec le réflexe du « je gagne donc, je dépense » pour entrer dans une logique plus rare et plus puissante. Je gagne, je garde, je fais fructifier. Ce principe, simple en apparence, demande une force intérieure immense, parce qu'il va à contre-courant de tout ce que la société moderne nous pousse à croire. Depuis toujours, la culture du paraître domine. On valorise les signes extérieurs de richesse, les vêtements, les voitures, les maisons, les gadgets. On juge la réussite à ce que l'on montre, pas à ce que l'on possède réellement. Barnum, déjà en son temps, dénonçait cette illusion avec une lucidité presque prophétique. Il écrivait que beaucoup d'hommes ruinés ont vécu toute leur vie dans le souci d'impressionner les autres. Ils voulaient paraître riches, alors qu'ils auraient dû chercher à le devenir vraiment. La différence entre la richesse apparente et la richesse réelle est là, dans ce fossé invisible entre l'image et la réalité. La richesse apparente, c'est celle qui s'exhibe. Elle flatte l'ego, elle attire les regards, mais elle repose souvent sur du vide. La richesse réelle, elle, est silencieuse, discrète, patiente. Elle ne cherche pas à briller, elle se construit. C'est celle qui se mesure dans la tranquillité d'esprit, dans la sécurité face aux imprévus, dans la possibilité de choisir son temps et ses engagements. Barnum voyait dans cette différence une leçon morale autant qu'économique. Celui qui vit au-dessus de ses moyens trahit son avenir pour flatter son présent. La discipline financière, disait-il, n'est pas une question de chiffres, mais de caractère. Vous pouvez gagner 100 francs ou 100 000, le principe reste le même. Si vous dépensez tout, vous serez pauvre. Si vous gardez une part, aussi petite soit-elle, vous commencez à bâtir une base, l'habitude de conserver, de prévoir, de différer un plaisir immédiat pour un gain futur. C'est là que naît la richesse durable. Ce n'est pas la somme qui compte, mais la constance. Un homme discipliné qui épargne régulièrement, même peu, finira toujours par dépasser celui qui gagne beaucoup mais gaspille sans retenue. Barnum observait que dans toutes les classes sociales, les mêmes erreurs se répétaient.
dès qu'un revenu augmentait, la tentation de l'étaler augmentait aussi. On changeait de vêtements, de logement, de train de vie, comme si chaque réussite devait se traduire par un nouvel achat. Pourtant, cette course ne s'arrête jamais, car les désirs humains sont infinis. On croit atteindre un seuil de confort, puis on en veut davantage. Ce piège psychologique est à la racine de bien des faillites. Barnum l'appelait « l'illusion du progrès matériel ». Cette idée que plus on dépense, plus on prouve qu'on réussit. En réalité, c'est tout le contraire. Plus on dépense pour paraître, moins on a les moyens d'être. Pour lui, la discipline financière était un acte de sagesse, une forme d'éducation du caractère. Épargner, c'est d'abord apprendre à se maîtriser soi-même. C'est savoir dire non à ses impulsions, non à l'envie de tout posséder immédiatement. Et dans cette maîtrise, il voyait une grandeur morale. Celui qui sait différer un plaisir possède une force que l'homme esclave de ses désirs n'aura jamais. Car l'argent, au fond, n'est pas qu'un instrument économique. C'est un test spirituel. Il révèle notre rapport à la patience, à la mesure, à la liberté. Barnum avait cette phrase fascinante. L'argent fuit les mains qui brûlent de le dépenser. Autrement dit, la fortune est fidèle à ceux qui savent la respecter. Dépenser sans réfléchir, c'est mépriser la valeur de son propre effort. C'est nier le temps, l'énergie, la sueur qu'il a fallu pour le gagner. À l'inverse, économiser, prévoir, investir, c'est rendre hommage à ce travail. C'est prolonger son utilité dans le futur. Barnum ne prêchait pas la privation, mais la conscience. Il ne disait pas ne dépensez jamais, mais dépensez avec but. Faites en sorte que chaque pièce que vous sortez de votre poche vous rapproche de quelque chose de durable. Un apprentissage, un outil, une liberté, une opportunité. Cette vision peut sembler austère, mais elle conduit à la sérénité. Car la discipline financière n'enchaîne pas, elle libère. Celui qui a su économiser peut se permettre de choisir. Il n'est plus dépendant d'un patron, d'un client ou d'un hasard. Il a construit autour de lui une marge de sécurité, une zone de confort invisible qui lui permet de respirer, de créer, d'oser. Barnum voyait dans cette liberté la véritable richesse. Être libre de son temps, de ses décisions, de ses besoins. Voilà le but ultime de l'argent bien géré. Mais pour atteindre cet état, il faut renverser une croyance profondément ancrée, celle que la richesse dépend du revenu. Beaucoup disent « quand je gagnerai plus, j'épargnerai ». Barnum savait que c'est une illusion. Si l'on ne sait pas garder $1, on ne saura pas en garder 10. La discipline ne se découvre pas avec la fortune, elle se construit dans la modestie. Il faut d'abord apprendre à gérer peu pour être digne de gérer beaucoup. Dans cette idée, Barnum rejoignait une sagesse ancienne. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Ce n'est donc pas le montant qui fait la différence, mais l'attitude. Cette attitude, Barnum l'incarnait jusque dans ses affaires. Lorsqu'il réussissait un coup, il ne se précipitait pas pour en profiter. Il observait, planifiait, réinvestissait. Il savait que chaque somme, aussi minime soit-elle, pouvait devenir la racine d'une plus grande prospérité si elle était dirigée avec soin. Il ne considérait jamais l'argent comme un trophée, mais comme un outil. Et c'est là un autre aspect essentiel de la discipline financière. Ne pas confondre possession et puissance. Posséder de l'argent ne signifie rien si l'on n'a pas la maîtrise de son usage. L'argent, entre de mauvaises mains, devient un poison, entre de bonnes, un levier. Il disait souvent que la pauvreté n'est pas toujours un manque de moyens, mais un manque d'ordre. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils ne savent pas structurer ce qu'ils ont. L'homme désordonné perdra toujours, même avec de grands revenus, car il navigue sans direction. À l'inverse, celui qui sait où chaque pièce va, celui qui planifie, qui anticipe, finit toujours par dominer le jeu. La discipline, au fond, c'est cela. Une manière d'imposer un ordre intérieur au chaos extérieur. Barnum ne jugeait pas la richesse à la taille des comptes, mais à la tranquillité du cœur. Le riche indiscipliné est esclave de ses dépenses, toujours inquiet de tout perdre. Le modeste discipliné, lui, dort paisiblement. Il sait qu'il est en contrôle. Sa vie n'est pas suspendue à un salaire, ni à un contrat, ni à l'opinion des autres.
C'est cette paix-là que Barnum considérait comme le vrai luxe. Une paix que seule la prudence et l'équilibre peuvent offrir. Il insistait aussi sur une idée qui, aujourd'hui encore, bouleverse nos habitudes. Économiser ne veut rien dire si l'argent reste immobile. Garder pour garder n'est qu'une moitié de la leçon. L'autre moitié, c'est de faire travailler son argent pour soi. L'argent économisé doit devenir capital, et le capital doit produire. Barnum prônait l'investissement intelligent, non pas les coups de chance ou les paris risqués, mais les initiatives fondées sur la connaissance, la logique et la patience. C'est ici que la discipline rejoint la vision. Épargner sans but, c'est se priver. Épargner avec un projet, c'est s'élever. La discipline financière, selon Barnum, est donc une école de liberté, une philosophie de vie, un art de gouverner son existence. Elle n'a rien de mécanique, elle est profondément morale. Elle enseigne la patience dans un monde pressé, la discrétion dans un monde bruyant, la constance dans un monde d'impulsion. Celui qui la pratique ne cherche pas à briller, il cherche à durer. Il ne court pas après l'argent, il attire la stabilité. Et cette stabilité finit toujours par se transformer en prospérité. Barnum a prouvé par sa propre vie que cette sagesse fonctionne. Il a connu la gloire, la ruine, puis la renaissance. Chaque fois qu'il retombait, c'est cette discipline qui le relevait. Il ne se plaignait pas, ne cherchait pas de coups de chance. Il reprenait méthodiquement son plan, reconstruisait, économisait, réinvestissait. Il savait que la fortune, quand elle est bien bâtie, revient toujours. Parce qu'elle repose sur une structure intérieure, pas sur un hasard extérieur. Et c'est là la leçon la plus profonde de ce premier principe. La discipline financière n'est pas une contrainte, c'est une force silencieuse. C'est elle qui fait de l'homme ordinaire un bâtisseur. Elle ne demande ni diplôme ni miracle, seulement du courage et de la constance. Mais en retour, elle offre ce que peu d'hommes connaissent, la liberté véritable. Celle de ne pas dépendre, celle de choisir, celle de vivre selon ses valeurs et non selon ses factures. Chapitre 2. Travailler avec passion et méthode. Le monde appartient à ceux qui travaillent, dit-on souvent. Mais Barnum, lui, ajoutait une nuance capitale. Il appartient à ceux qui travaillent avec intelligence, car il avait observé que l'effort seul ne suffisait pas. Beaucoup se consument à la tâche sans jamais avancer. Ils donnent tout, chaque jour, sans stratégie, sans vision, et finissent épuisés mais pauvres. Le travail, pour être fécond, doit être dirigé. Et cette direction naît d'une double flamme, la passion et la méthode. Pour Barnum, l'un des plus grands mensonges de son époque, et d'une autre, est de croire que le succès vient simplement du dur labeur. Il admirait les travailleurs acharnés, mais il savait qu'un effort sans discernement est comme un navire sans boussole. Il bouge beaucoup, mais ne va nulle part. Ce qui sépare l'homme prospère de celui qui stagne, ce n'est pas la quantité de sueur versée, mais la clarté de l'intention. Le premier agit selon un plan, le second agit par réflexe. Et c'est cette différence subtile, invisible à l'œil nu, qui finit par tracer une ligne de fortune entre deux destins. Barnum prêchait donc un travail raisonné, non pas l'agitation mais la direction, non pas la fatigue comme vertu, mais la progression comme but. Il disait souvent « Le monde regorge d'hommes qui travaillent au dur, mais peu savent pourquoi ils travaillent. » Pour lui, chaque heure dépensée sans but précis est une perte de vie. Il invitait chacun à se demander, avant de se jeter dans la routine, « Où me mène mon effort ? Quelle valeur crée-t-il pour moi et pour les autres ?» Car si le travail n'est pas connecté à une vision, il devient mécanique, stérile, et finit par user l'esprit au lieu de l'élever. Mais Barnum n'était pas un théoricien froid. Il parlait par expérience. Il avait exercé d'innombrables métiers, souvent sans succès immédiat. Il avait échoué, recommencé, appris. Ce qu'il découvrit à travers ces années d'expérimentation, c'est qu'un homme n'excelle que dans ce qu'il aime profondément. On peut forcer ses bras à travailler, mais on ne peut pas forcer son âme à persévérer dans ce qu'elle déteste. L'amour du métier, disait-il, est la racine invisible de la persévérance. Sans passion, la discipline devient torture. Avec passion, elle devient énergie. C'est pourquoi Barnum conseillait à chacun de choisir une voie où il puisse s'impliquer de tout cœur. Non pas celle qui semble la plus rentable,
ni la plus prestigieuse, mais celle où l'on se sent naturellement en vie. Car l'enthousiasme véritable ne s'achète pas, il se découvre. Et quand on travaille avec enthousiasme, chaque tâche devient une aventure. Le temps passe sans qu'on le sente. On s'améliore sans effort apparent. On attire même les opportunités, car la passion rayonne, et les gens sont instinctivement attirés par ceux qui aiment ce qu'ils font. Barnum, dans son style pragmatique, n'opposait pas la passion à la raison. Il savait que la passion seule ne suffit pas. Elle doit être guidée par la méthode. Beaucoup échouent parce qu'ils confondent élan et direction. Ils se jettent dans un projet avec enthousiasme, mais sans plan. Et très vite, le feu qui les animait s'éteint, faute d'organisation. L'émotion sans structure se consume, alors que la méthode la transforme en force durable. Barnum voyait la passion comme la flamme et la méthode comme la lampe. L'une éclaire, l'autre canalise la lumière. Travailler avec méthode, pour lui, c'est d'abord observer, planifier, comprendre les lois naturelles du métier que l'on pratique. Il disait « Un homme qui se jette dans une entreprise sans l'avoir étudiée, c'est un soldat qui part à la guerre sans armes. » Avant d'agir, il faut connaître le terrain, les besoins, les risques, les acteurs. Ce n'est qu'en comprenant les règles d'un domaine qu'on peut commencer à les maîtriser. Barnum passait des heures à étudier ses concurrents, à observer le public, à noter les détails que d'autres négligeaient. Là où la plupart se contentèrent d'improviser, lui préparait. Et cette préparation était sa véritable force. Il insistait aussi sur la constance. La passion donne l'élan initial, mais c'est la régularité qui construit la réussite. Travailler intelligemment, c'est comprendre que la grandeur se tisse dans la répétition des petits gestes. Ce n'est pas dans les coups d'éclat que se bâtissent les fortunes, mais dans la patience des routines bien tenues. Barnum disait que « le monde est plein de comètes, elles brillent un instant et disparaissent. Les étoiles fixes, elles, durent. Être une étoile fixe, c'est choisir la persévérance. » Mais comment garder cette flamme vivante quand le travail devient monotone? Barnum répondait, en trouvant du sens dans la progression. Il affirmait que le véritable plaisir n'est pas dans la réussite finale, mais dans le fait de devenir chaque jour un peu meilleur. Celui qui se compare à son voisin s'épuise, celui qui se compare à lui-même se construit. Le travail intelligent consiste donc à transformer chaque journée en opportunité d'amélioration. Qu'importe la grandeur de la tâche, faites-la mieux qu'hier et vous êtes déjà sur la voie du succès. Dans ses entreprises, Barnum appliquait toujours cette philosophie. Quand il ouvrait un nouveau spectacle ou lançait une idée commerciale, il ne cherchait pas à faire grand tout de suite. Il commençait petit, testait, observait la réaction du public, ajustait, puis amplifiait. C'était un perfectionniste pragmatique. Il préférait apprendre en avançant plutôt que rêver d'un coup de génie. Pour lui, la méthode n'était pas une rigidité, mais une discipline créative. Elle consistait à tirer des leçons de chaque expérience et à s'adapter sans cesse. Il croyait aussi au pouvoir du détail. Les grandes réussites reposent sur 1000 petites attentions que les autres ignorent. Barnum disait que la différence entre un bon travailleur et un grand professionnel, c'est la précision. Le premier cherche à finir, le second cherche à bien faire. Dans le spectacle, il peaufinait chaque affiche, chaque mot, chaque effet de lumière. Dans le commerce, il surveillait la présentation des produits, la propreté du lieu, la politesse des employés. Rien n'était insignifiant, car tout contribuait à la perception de valeur. Travailler intelligemment, c'est comprendre que la perfection visible naît de la rigueur invisible. Mais derrière cette rigueur se cachait une vérité plus humaine. Barnum aimait profondément ce qu'il faisait. Il prenait plaisir à créer, à surprendre, à émerveiller. Ce plaisir, disait-il, est contagieux. Un homme qui aime son travail attire naturellement le succès, car il donne le meilleur de lui-même sans effort forcé. Il rayonne d'une énergie que l'argent ne peut acheter. Il inspire la confiance, la curiosité, et c'est cela qui fait revenir les clients, les partenaires, les opportunités. Cependant, Barnum ne se berçait pas d'illusions. Même la passion la plus sincère n'exclut pas les échecs. Il en a connu plusieurs, parfois cuisants. Mais là encore, sa méthode faisait la différence.
là où d'autres auraient vu un désastre, lui voyait une leçon. Il disséquait ses erreurs, cherchait ce qu'elles lui apprenaient. Il croyait fermement que chaque échec bien compris est un investissement pour le succès futur. Travailler intelligemment, c'est aussi apprendre à perdre avec profit. Ce que l'on rate, si on l'analyse, devient un capital d'expérience. Et ce capital vaut plus que l'argent. Barnum répétait souvent qu'il vaut mieux être excellent dans une petite chose que médiocre dans 1000. Il observait autour de lui beaucoup d'hommes dispersés, courant après plusieurs projets à la fois, espérant qu'au moins un fonctionnerait. Mais cette dispersion les condamnait à la superficialité. Lui, au contraire, choisissait une voie, s'y engageait à fond et ne la quittait pas avant d'en avoir extrait toute la valeur. Il pensait que le monde récompense la concentration. La spécialisation, disait-il, transforme le talent en puissance. Mais pour qu'une spécialisation soit durable, elle doit s'appuyer sur l'amour du métier. Barnum racontait que, dans sa jeunesse, il avait tenté plusieurs affaires uniquement pour l'argent. Aucune ne lui apporta satisfaction, même quand elle rapportait. Il ressentait une fatigue morale, une impression de trahir son énergie. Ce n'est que lorsqu'il se mit à créer des spectacles, à éveiller la curiosité du public, qu'il sentit sa vie prendre sens. Il avait trouvé son domaine naturel. À partir de là, le travail n'était plus une corvée, mais un jeu sérieux. C'est ce qu'il appelait le secret du vrai succès. Trouver une occupation où la joie et le profit se rejoignent. Il mettait aussi en garde contre la paresse déguisée en travail. Beaucoup, disait-il, s'agitent pour éviter de penser. Ils remplissent leur journée de tâches inutiles, simplement pour se donner l'illusion d'agir. Mais l'efficacité ne se mesure pas à la fatigue, elle se mesure au résultat. Un homme qui travaille 4 heures avec intensité et intelligence accomplit souvent plus qu'un autre qui s'éreinte 12 heures sans réflexion. Barnum invitait chacun à mesurer non pas la durée de l'effort, mais sa pertinence. C'est là l'essence même du travail intelligent. Faire ce qui compte, pas seulement ce qui occupe. Il insistait également sur la valeur du repos. Le travail méthodique ne rejette pas la détente, il la planifie. Un esprit épuisé devient confus, et la confusion mène aux erreurs. Barnum encourageait ses collaborateurs à se reposer pour mieux réfléchir. Il disait que les meilleures idées naissent souvent dans le silence, non dans la précipitation. Le repos, loin d'être une perte de temps, fait partie de la méthode. Il permet à l'esprit de renouveler sa clarté, d'entretenir la flamme sans la brûler. Dans cette vision, on reconnaît un équilibre rare. Barnum ne glorifiait ni le travail au point d'oublier la vie, ni la vie au point d'oublier l'effort. Il cherchait l'harmonie. Travailler avec passion et méthode, c'est vivre pleinement chaque jour en donnant le meilleur de soi, mais sans se consumer. C'est faire du travail non pas une punition, mais une forme d'expression personnelle. L'homme passionné et méthodique n'est pas un esclave de son métier. Il en est le maître. Il transforme chaque tâche en art, chaque contrainte en opportunité. Et c'est sans doute pour cela que Barnum reste une figure si inspirante. Il n'a pas bâti sa renommée sur la chance, mais sur la discipline joyeuse. Il montrait qu'on peut être à la fois travailleur et heureux, ambitieux et sincère. Son exemple rappelle que le succès durable ne se construit ni dans l'improvisation, ni dans l'épuisement, mais dans la combinaison subtile de la passion et de la méthode. Au fond, Barnum voyait le travail comme un miroir de la vie. Si l'on travaille sans amour, on vit sans âme. Si l'on agit sans méthode, on s'épuise en vain. Mais quand l'amour et la raison s'unissent, le travail devient une source de puissance et de joie. Chaque effort porte du fruit. Chaque journée prend un sens. Et c'est ainsi que naît, pas à pas, la vraie richesse, celle d'un homme qui sait pourquoi il agit et qui agit avec tout son cœur. Chapitre 3. La réputation, un capital invisible. Il existe une richesse plus précieuse que l'or, plus fragile que le verre, et plus lente à bâtir qu'un empire. La réputation. P.T. Barnum, cet homme de spectacle et de commerce, l'avait compris mieux que quiconque. Lui qui maniait l'art de l'illusion, savait que la confiance, elle, ne se fabrique pas. On peut acheter l'attention du public, mais jamais son estime. Et sans estime, aucune fortune ne dure. Il disait souvent «
Une bonne réputation vaut mieux qu'un coffre plein d'or, car l'or se dépense, mais la réputation attire encore plus d'or. Dans les affaires comme dans la vie, Barnum considérait la crédibilité comme la véritable monnaie d'échange. Ce n'est pas seulement ce que vous vendez qui compte, mais la confiance que les autres ont en vous lorsque vous le vendez. La réputation, c'est la somme de toutes les promesses tenues, de toutes les paroles respectées, de toutes les impressions laissées dans l'esprit des autres. Elle est invisible, mais son poids est immense. Là où l'argent ouvre des portes, la réputation les garde ouvertes. Et c'est cette vérité que Barnum transforma en stratégie de vie. Pour lui, la réputation ne se limitait pas à être aimée ou admirée. C'était avant tout une question de fiabilité. Il voulait que son nom évoque la curiosité, l'innovation, mais aussi la droiture. Même s'il vendait du rêve, il veillait à ce que chaque promesse soit remplie, chaque spectacle digne de son annonce. Car il savait qu'un public trompé ne revient pas. Le profit rapide obtenu par la duperie se paie cher par la perte de crédibilité. Et sans crédibilité, plus rien ne pousse, même dans le terrain le plus fertile. Barnum avait une maxime simple. Faites toujours plus que ce que vous promettez. Cette idée, il l'appliquait partout. Quand il annonçait un show grandiose, il s'assurait qu'il dépasse réellement les attentes. Quand il lançait une nouvelle curiosité, il veillait à ce qu'elle soit authentique, ou du moins que le public en ait pour son argent et son émerveillement. Il croyait qu'on pouvait amuser sans mentir, séduire sans trahir. Et c'est là tout le paradoxe de Barnum. Un homme souvent accusé d'exagération, mais qui a bâti sa gloire sur une éthique de la satisfaction. Il racontait souvent qu'à ses débuts, il avait commis l'erreur de chercher le succès rapide. Il avait monté des spectacles un peu trop fantaisistes, exagéré ses affiches, promis des merveilles qu'il ne pouvait livrer. Le public, d'abord fasciné, finit par le critiquer. La leçon fut brutale. En affaires, on ne trompe qu'une fois. Ce choc le marqua profondément. Il comprit que la publicité attire le monde, mais que seule la confiance le retient. À partir de là, il fit de sa réputation un capital sacré. Il se jura que plus jamais son nom ne serait associé à la tromperie, mais à la qualité, à la constance, à l'expérience. Ce changement transforma sa carrière. Les mêmes journaux qui autrefois doutaient de lui devinrent ses meilleurs alliés. Les clients qui avaient hésité à lui faire confiance revenaient, et cette fois pour de bon. Car rien n'est plus puissant qu'un homme dont le nom inspire la fiabilité. Quand Barnum annonçait un nouveau projet, les gens savaient qu'ils en auraient pour leur argent, parfois plus. C'est cela, le véritable pouvoir de la réputation. Elle agit avant même que vous n'ayez parlé. Elle parle pour vous, en votre absence. Mais Barnum ne se contentait pas de soigner sa propre image. Il étudiait aussi la psychologie du public. Il savait que la confiance ne se gagne pas par des mots, mais par des preuves. Les gens observent, comparent, mémorisent. Un seul faux pas peut ruiner des années de travail. C'est pourquoi il répétait à ses employés « Notre entreprise n'a pas de mur, elle a un visage, le vôtre. » Chaque sourire, chaque geste, chaque détail de service participait à la construction de sa réputation. Il formait son équipe à traiter chaque client comme un invité d'honneur, à transformer chaque visite en souvenir positif. Ce sens aigu de la réputation allait au-delà du commerce. Pour Barnum, elle était une forme de capital moral. Il croyait profondément que la prospérité n'est durable que lorsqu'elle repose sur la loyauté et la justice. Il disait « Il n'y a pas de véritable réussite dans le mal. » Un homme peut s'enrichir par la ruse, mais il s'appauvrit de l'intérieur. Et tôt ou tard, le monde finit toujours par découvrir la vérité. La réputation, comme la lumière, finit toujours par percer les ténèbres. Une anecdote célèbre illustre cette philosophie. Un jour, Barnum s'aperçut qu'un concurrent utilisait son nom pour attirer le public dans une salle voisine. Il aurait pu riposter par la colère ou la diffamation. Mais au lieu de cela, il décida de redoubler de qualité dans son propre spectacle. Il se dit « Le meilleur démenti, c'est l'excellence ». En quelques semaines, le public délaissa l'imposteur pour revenir vers le vrai Barnum. Ce fut une victoire sans éclat de voix, mais éclatante de prestige. Il prouva par là que la réputation ne se défend pas par les mots, mais par les actes.
Barnum savait aussi que la réputation ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de la façon dont vous réagissez quand tout va mal. Dans la prospérité, tout le monde peut paraître honorable. Mais dans la crise, le vrai caractère se révèle. Un jour, un incendie ravagea l'un de ses musées. Il perdit une grande partie de sa fortune. Au lieu de se lamenter ou de chercher des excuses, il afficha une dignité remarquable. Il prit la parole publiquement, remercia ses employés et promit de tout reconstruire. Le public, ému par son courage, se rallia à lui. Les investisseurs le suivirent et en moins d'1 an, il rouvrit ses portes. C'est dans la tempête qu'il prouva la solidité de son nom. La réputation, pour Barnum, était une sorte de bouclier invisible. Dans les moments de doute, elle attire la bienveillance. Dans les périodes d'abondance, elle multiplie les opportunités. Un homme sans réputation doit convaincre à chaque instant. Un homme réputé n'a qu'à parler. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, car les gens préfèrent faire confiance à un nom qu'ils respectent. Barnum disait « Travaillez une fois pour gagner $1, travaillez toujours pour gagner la confiance. » L'argent gagné sans estime s'évapore. La confiance, elle, rapporte éternellement. Mais ce capital est fragile. Il ne supporte ni l'orgueil ni la négligence. Barnum avertissait souvent « Un seul mensonge peut brûler 10 années d'honneur. » Il était conscient qu'une réputation s'entretient au quotidien, comme un jardin. Chaque action est une graine, chaque parole une goutte d'eau, chaque erreur une mauvaise herbe. Il faut de la vigilance, de la constance et de l'humilité. La réputation ne se crie pas, elle se cultive dans le silence des bonnes décisions. Barnum comprenait également l'importance du bouche à oreille, bien avant l'ère de la publicité moderne. Il savait qu'un client satisfait devient un ambassadeur. Il racontait qu'une seule expérience positive pouvait lui rapporter 10 nouveaux visiteurs, simplement par le récit enthousiaste d'un spectateur. C'est pourquoi il s'efforçait toujours d'ajouter une touche de générosité à ses spectacles, un détail gratuit, une attention spéciale, quelque chose qui faisait dire au public « Barnum est différent ». Il transformait chaque spectateur en messager. Sa réputation voyageait plus vite que ses affiches. Mais il y a dans la réputation une autre dimension que Barnum comprenait avec une lucidité rare, la cohérence. Rien n'est plus dangereux pour un homme public que la contradiction entre ses paroles et ses actes. Barnum s'efforçait de rester fidèle à son image, même dans sa vie privée. Il refusait les extravagances qui pourraient entacher son nom. Il payait ses dettes à temps, respectait ses partenaires et évitait les querelles publiques. Il disait « La vraie publicité, c'est la conduite ». Il savait que la réputation ne se maintient pas par les promesses, mais par l'exemple. Il racontait souvent qu'un jour, un investisseur lui proposa un contrat extrêmement lucratif, mais dont la nature lui semblait douteuse. Il aurait pu gagner une somme immense, sans grand risque. Mais l'affaire impliquait un partenaire au passé trouble. Barnum refusa net. Il expliqua plus tard « Je pouvais gagner $100 000, mais je risquais mon nom. Et mon nom vaut plus que 100 millions. » Cette phrase résume sa philosophie. Il voyait sa réputation comme un capital sacré, à ne jamais compromettre. Dans son esprit, la réputation n'était pas seulement un outil commercial, mais un miroir de soi. Elle reflétait la somme des valeurs qu'on porte. Être réputé, c'est être cohérent avec ce qu'on proclame. Il détestait les imposteurs, non parce qu'ils mentaient au public, mais parce qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Il disait « La plus grande trahison, c'est celle qu'on fait à son propre nom ». Pour lui, la réputation n'était pas une façade, mais une responsabilité morale. Il y a chez Barnum une leçon de lucidité presque moderne. Dans un monde où tout va vite, où les apparences dominent, la réputation reste le seul repère stable. Elle survit aux modes, aux crises, au dénigrement. Un homme honnête peut tomber, mais sa droiture le relève. Un menteur peut briller, mais sa lumière s'éteint. Barnum croyait que le temps finit toujours par rendre justice à la vérité. Et c'est pourquoi il vivait chaque jour comme une preuve donnée au monde. Son rapport à la réputation explique aussi pourquoi il était si habile avec la presse. Barnum ne craignait pas les critiques, il les utilisait. Il savait que le meilleur moyen de garder une réputation vivante, c'est de rester visible. Mais il veillait à ce que chaque coup médiatique
soit soutenu par une réelle valeur derrière. Il ne cherchait pas seulement à faire parler de lui, mais à donner raison à ceux qui parlaient. Même quand il provoquait la controverse, il s'arrangeait pour que le public découvre toujours plus de talent que de tromperie. Il faisait de la curiosité une porte d'entrée vers la confiance. Ce mélange de transparence et d'audace fit de lui une légende. Il montra qu'on peut être ambitieux sans être cynique, que la réussite n'a pas besoin de manipuler pour durer. Sa réputation fut parfois attaquée, souvent enviée, mais jamais brisée, parce qu'elle reposait sur une vérité simple. Barnum aimait son public, et son public le savait. La réputation, dans la philosophie de Barnum, n'était donc pas un luxe, mais une fondation. Elle ne se résumait pas à un nom connu, mais à une valeur ressentie. Un homme riche sans réputation marche sur un fil fragile. Un homme respecté peut tout perdre et tout reconstruire. Car la confiance, une fois acquise, attire les mains prêtes à aider, les opportunités prêtes à naître, les esprits prêts à croire. Et dans un monde où tout change, c'est cette foi des autres en nous qui constitue le capital le plus solide. Barnum concluait souvent ses conférences sur ce principe. Soyez fidèles à votre parole, même quand elle vous coûte. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites, car l'honnêteté finit toujours par payer, même si elle tarde. Il savait que la réputation ne se mesure pas en années, mais en générations. Elle survit à la mort de son créateur. Et c'est sans doute ce qui le fascinait le plus. L'idée qu'un nom puisse continuer à vivre, non par des monuments ou des fortunes, mais par la mémoire des actes. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa disparition, le nom de Barnum évoque quelque chose. L'audace, le spectacle, mais aussi la confiance. Cette persistance prouve qu'il avait raison. Le monde oublie les fortunes, mais se souvient des réputations, car au fond, la réputation, c'est l'empreinte invisible qu'un homme laisse dans le cœur des autres. Et cette empreinte, quand elle est noble, devient immortelle. Chapitre 4. Saisir les opportunités sans se précipiter. Il existe un moment, souvent imperceptible, où le destin se présente sous la forme d'une simple possibilité. Ce n'est pas toujours une porte ouverte, parfois juste une fissure, un souffle, une rencontre, une idée fragile qui passe et qu'il faut savoir reconnaître. P.T. Barnum, qui bâtit sa vie entière sur la détection de ces instants décisifs, disait que le succès ne sourit pas à celui qui court, mais à celui qui observe. Il croyait profondément à l'art du timing, cette capacité rare de sentir quand il faut agir et quand il faut attendre. Car pour lui, les opportunités ne manquent jamais. C'est la patience qui fait défaut. L'histoire de Barnum est celle d'un homme qui a su saisir le bon moment sans jamais céder à la précipitation. Il avait compris que la vie offre à chacun d'innombrables chances, mais que la plupart passent inaperçues parce qu'on les cherche là où elles ne sont pas. Beaucoup attendent le grand coup, l'occasion spectaculaire, celle qui transforme tout d'un coup de baguette magique. Barnum, lui, voyait la fortune dans les détails. Il savait que la véritable opportunité se cache souvent dans les choses modestes, dans les idées que les autres négligent, dans les besoins quotidiens qu'on ne remarque plus. Ce qui faisait sa force, c'était son instinct. Mais cet instinct n'était pas une impulsion. C'était une forme d'intelligence lente, forgée par l'observation et l'expérience. Avant d'agir, Barnum regardait longuement. Il étudiait les gens, les comportements, les désirs. Il savait que l'opportunité la plus sûre est celle qui répond à un besoin réel. Trop de personnes confondent audace et imprudence. Elles foncent sans réfléchir, croyant que l'action seule garantit la réussite. Mais la précipitation n'est qu'une forme d'aveuglement. Barnum, lui, attendait que les circonstances se révèlent, que les signes se recoupent, que le terrain soit prêt. Alors seulement, il frappait, avec précision et puissance. Il racontait qu'au début de sa carrière, il avait perdu de l'argent en se lançant trop vite dans des affaires mal comprises. L'enthousiasme, disait-il, est un feu magnifique, mais il brûle sans discernement. Il faut apprendre à canaliser ce feu, à le dompter. La vraie audace ne consiste pas à se jeter dans le vide, mais à construire son propre pont avant de traverser. Chaque décision, pour Barnum, devait être pesée. Il évaluait les risques, les coûts, mais surtout le contexte humain.
Il observait la société comme un biologiste observe un écosystème. Il savait que toute idée, aussi brillante soit-elle, meurt si le moment n'est pas bon. Barnum avait un don rare. Il savait écouter son époque. Il percevait les changements d'humeur du public, les nouvelles curiosités, les désirs latents. Lorsqu'il découvrit la chanteuse Jenny Lind, par exemple, une artiste suédoise à la voix d'or mais inconnue du grand public américain, il sentit qu'elle pouvait devenir un phénomène. Ce n'était pas seulement une intuition artistique, mais une lecture fine du climat culturel. L'Amérique avait besoin d'un symbole d'élégance et de pureté à un moment où la société sombrait dans le matérialisme et le tumulte industriel. Barnum organisa une tournée d'une ampleur inédite, mais ce fut un pari mesuré. Il avait préparé le terrain, créé l'attente, nourri la curiosité. Le succès fut colossal. Ce triomphe n'était pas le fruit du hasard, mais du bon timing. Cette histoire illustre l'une des plus grandes leçons de Barnum. Saisir une opportunité ne veut pas dire se précipiter dessus, mais savoir l'attendre, la préparer et l'accueillir. Trop d'hommes gaspillent leur énergie à courir après des occasions inachevées. Ils veulent tout de suite. Ils voient dans chaque projet une promesse de richesse immédiate. Et quand l'échec survient, ils blâment la malchance. Mais la malchance n'existe pas vraiment. Il n'y a que de mauvaises préparations. Barnum disait « La chance n'est que l'occasion, rencontrant la préparation. Celui qui se prépare, même sans savoir quand viendra son heure, finit toujours par la reconnaître quand elle se présente. » Il existait chez Barnum une forme de calme intérieur, une confiance dans le rythme naturel des choses. Il ne forçait pas le destin, il l'accompagnait. Lorsqu'il sentait que le moment n'était pas encore venu, il patientait sans perdre foi. Il continuait d'apprendre, d'économiser, d'observer. Il savait qu'une décision précipitée pouvait anéantir des années d'efforts. Il aimait comparer les affaires à la navigation. Celui qui lève les voiles trop tôt se brise sur les rochers. Celui qui attend le bon vent parcourt la mer entière. Cette image résume sa philosophie. L'opportunité n'est pas une course, c'est une synchronisation entre le désir d'agir et la réalité du monde. Mais attention, Barnum ne prêchait pas la passivité. Il méprisait les rêveurs éternels, ceux qui attendent indéfiniment le bon moment sans jamais agir. Il savait que la prudence peut devenir un piège si elle se transforme en peur. Pour lui, la différence entre sagesse et inertie se mesure à la préparation. Celui qui est prêt peut attendre sans peur, car il sait que sa patience est une arme. Celui qui ne se prépare pas se réfugie dans l'excuse du pas encore. Barnum n'attendait jamais les conditions parfaites, il se contentait de conditions suffisantes. Dès qu'il sentait que les fondations étaient solides, il passait à l'action. Car la réussite n'appartient ni aux impatients, ni aux hésitants, mais à ceux qui avancent avec lucidité. Il racontait qu'un jour, un ami lui proposa d'investir dans une mine d'or. L'affaire semblait prometteuse, tout le monde en parlait. Les investisseurs se pressaient, les gains paraissaient garantis. Barnum, intrigué, se rendit sur place. Il observa, discuta, prit des notes. Il constata que la mine était bien réelle, mais que les coûts d'extraction étaient énormes et que la plupart des gisements étaient déjà exploités. Il comprit que l'euphorie du moment poussait les gens à agir sans réfléchir. Il refusa l'affaire, au grand étonnement de ses proches. Quelques mois plus tard, la mine fit faillite, ruinant ceux qui s'y étaient précipités. Ce jour-là, Barnum déclara « Le monde n'est pas gouverné par les audacieux, mais par les clairvoyants. » Cette clairvoyance, il la cultivait comme une discipline. Avant chaque décision importante, il prenait le temps de s'isoler, de réfléchir en silence. Il relisait ses notes, consultait ses partenaires, mais surtout, il écoutait sa propre intuition. Il disait que la voix intérieure d'un homme, quand elle est calme et instruite, est son meilleur conseiller. Ce n'était pas du mysticisme, mais du réalisme. Il savait que le tumulte extérieur, la peur, la pression, la mode, empêchent souvent d'entendre ce que la raison murmure. Et c'est dans le silence que naissent les meilleures décisions. Barnum faisait aussi une distinction essentielle entre audace et témérité. L'audace est une force maîtrisée, une énergie canalisée par la réflexion. La témérité, elle, est une explosion sans direction. Beaucoup confondent les deux. Ils appellent
audace ce qui n'est que hasard. Ils croient prouver leur courage en fonçant, alors qu'ils ne prouvent que leur impatience. Barnum, lui, valorisait l'audace consciente, celle qui ose, mais avec une vision. Il disait « Ayez le courage d'essayer, mais la sagesse d'attendre ». C'est cette alliance rare entre le feu et la raison qui fit de lui un entrepreneur hors du commun. Il y a dans cette philosophie un message profondément moderne. Dans notre époque saturée de vitesse, où l'on glorifie la réussite instantanée, le modèle de Barnum nous rappelle que tout ce qui dure se construit lentement. Une opportunité ne vaut que si elle s'inscrit dans une stratégie de long terme. L'argent rapide s'échappe, la fortune réfléchie s'enracine. Barnum voyait la vie comme une succession de cycles, des moments d'élan, des moments de recul. Il ne s'affolait pas quand une affaire stagnait, car il savait que chaque période d'attente prépare le terrain de la suivante. Il racontait souvent que ses plus grandes idées lui étaient venues dans des périodes calmes, quand il observait sans rien faire de visible. Ce n'est pas dans la frénésie qu'il trouvait l'inspiration, mais dans la contemplation. Il observait les foules, les marchés, les conversations. Il cherchait à comprendre ce qui fascinait, ce qui inquiétait, ce qui manquait aux gens. Il disait « Le monde vous parle, mais peu savent écouter ». Cette écoute du monde lui permettait d'agir toujours au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. C'est ainsi qu'il fit fortune, là où d'autres échouaient. Non parce qu'il était plus chanceux, mais parce qu'il savait quand frapper. Mais le timing ne dépend pas seulement de l'extérieur. Barnum insistait aussi sur le timing intérieur, celui du cœur et de l'esprit. Il croyait que l'homme ne doit pas seulement attendre que les conditions extérieures soient bonnes, mais aussi que son propre état intérieur soit prêt. Beaucoup échouent, non parce que le moment était mauvais, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à le vivre. Il disait « Une opportunité trop grande pour votre esprit est une perte assurée ». C'est pourquoi il prônait la croissance progressive. Avant de diriger un empire, il faut savoir gérer un atelier. Avant de manipuler des millions, il faut savoir économiser des centaines. Il ne méprisait pas les débuts modestes, il les considérait comme des entraînements pour la grandeur. La maîtrise du timing chez Barnum relevait presque d'une sagesse philosophique. Il voyait dans chaque décision une danse entre le hasard et la volonté. Trop de volonté, et l'homme s'épuise contre le mur des circonstances. Trop d'attente, et l'occasion passe. L'équilibre est subtil, mais c'est lui qui crée les destins solides. Barnum croyait que la patience active, celle qui prépare sans s'endormir, est la plus grande vertu des bâtisseurs. La précipitation, au contraire, est la ruine des ambitieux. Elle pousse à dépenser avant de gagner, à promettre avant de pouvoir tenir, à rêver avant de comprendre. Il disait souvent à ses collaborateurs « Ne soyez pas les premiers à courir, mais les premiers à être prêts ». Cette phrase résume à elle seule toute une philosophie du succès. Être prêt signifie avoir pensé à ce que les autres négligent, les conséquences, les marges, les imprévus. Être prêt, c'est aussi savoir renoncer à une opportunité qui n'est pas encore mûre, même si elle brille de promesses. Car toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Certaines sont des pièges déguisés en cadeaux, d'autres, mal préparés, deviennent des fardeaux. L'homme sage sait dire non à temps. Barnum en fit l'expérience maintes fois, et chaque refus réfléchi lui valut plus tard une meilleure occasion. Ce discernement fit de lui un stratège redoutable. Il n'avait pas besoin d'être partout, ni de tout tenter. Il choisissait ses batailles, et chaque fois qu'il agissait, c'était avec une conviction profonde, presque inébranlable. Il avait pris le temps de comprendre, d'anticiper, d'évaluer. Ainsi, même quand il échouait avec dignité. Ses pertes n'étaient jamais des chutes, mais des leçons. Il disait « L'erreur commise lentement instruit, l'erreur faite vite détruit ». Au fond, ce que Barnum nous enseigne, c'est que le secret de la réussite n'est pas seulement dans le courage d'agir, mais dans la sagesse de temporiser. Il faut apprendre à distinguer le moment de l'action du moment de la réflexion. Car si la vie est un jeu, le temps en est la règle invisible. Celui qui joue sans respecter le temps finit toujours par perdre, même avec les meilleures cartes. Mais celui qui sait attendre le bon tour transforme la moindre carte en victoire. Ainsi, la vie de Barnum n'est pas celle d'un homme chanceux, mais celle d'un homme attentif.
Il a vu ce que les autres ignoraient, parce qu'il regardait plus longtemps. Il a su agir quand d'autres doutaient, parce qu'il avait préparé son esprit à la décision. Et il a su patienter quand tout le monde s'agitait, parce qu'il croyait dans le rythme silencieux du succès. Sa fortune, bien plus qu'une accumulation d'argent, fut la récompense d'un regard juste sur le temps. Il nous laisse une leçon universelle. L'opportunité est partout, mais elle n'appartient qu'à ceux qui savent la reconnaître sans se précipiter. Le monde est plein de portes ouvertes, mais il faut savoir lesquelles mènent à un trésor et lesquelles à un précipice. La clé, c'est la préparation, la patience et le discernement. Barnum, en bon observateur de la nature humaine, savait que la plupart des hommes se ruinent en voulant être les premiers. Lui préférait être le plus durable. Et dans ce monde qui change à une vitesse vertigineuse, son message résonne plus que jamais. Ne courez pas après la chance, apprenez à la recevoir. Car la vraie réussite ne dépend pas du hasard, mais du moment où vous êtes prêt à le transformer en or. Chapitre 5. Apprendre de ses échecs. L'histoire de P.T. Barnum ne peut être comprise sans évoquer ses échecs, car c'est à travers eux qu'il a bâti la plus grande partie de sa sagesse. Si le monde se souvient de lui comme d'un homme de succès, d'un maître du spectacle et d'un entrepreneur audacieux, c'est surtout parce qu'il a su transformer ses chutes en tremplin. Barnum n'a jamais été un homme à qui tout souriait. Il n'est pas né riche, et la fortune qu'il a connue n'a jamais été linéaire. Sa vie est une succession de victoires éclatantes et de revers brutaux, mais dans chacun de ces moments d'effondrement, il a trouvé une leçon à apprendre, une vérité à retenir, un pas de plus vers la maturité. Dans son livre « L'art de gagner de l'argent », il confie que ses plus grands apprentissages ne sont pas venus de ses triomphes, mais de ses faillites. C'est dans la douleur des pertes qu'il a compris la valeur de la prudence, la nécessité de la patience et la puissance de la persévérance. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils échouent, se laissent submerger par la honte, la peur ou la résignation. Barnum, lui, a décidé de regarder ses défaites comme des maîtres exigeants, mais justes. Il disait souvent que l'échec n'est pas la fin d'une aventure, mais un miroir, celui qui te montre ce que tu refuses de voir quand tout va bien. Le premier grand échec de Barnum survint alors qu'il était encore jeune homme. Après quelques succès modestes dans le commerce, il décida d'investir dans un projet risqué, une entreprise de billets de loterie et d'expositions itinérantes. Son enthousiasme était immense, mais son expérience encore faible. Il s'entoura de partenaires douteux, se laissa séduire par des promesses trop belles et finit par tout perdre. Beaucoup, à sa place, auraient tout abandonné. Lui, au contraire, écrivit plus tard que cette perte fut l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée, car c'est là qu'il comprit une vérité essentielle. Le monde ne récompense pas la naïveté. Pour réussir durablement, il faut apprendre à observer, à analyser et à se méfier des apparences. L'échec a cette vertu étrange. Il dépouille l'homme de ses illusions et le ramène à l'essentiel. Barnum, ruiné, humilié, dut recommencer de zéro, mais il recommença autrement. Il ne perdit pas son audace, seulement son imprudence. Là où auparavant il se laissait guider par la passion seule, il commença à équilibrer l'instinct par la raison. Il apprit que la prudence n'est pas un frein, mais une force. Il commença à se documenter davantage, à comprendre les mécanismes économiques, à s'entourer de gens compétents et à observer avec attention ce qui faisait la réussite des autres. Ce regard nouveau sur la réalité allait changer sa vie. Quelques années plus tard, il connut une autre chute. Cette fois, elle fut bien plus spectaculaire. Après avoir bâti un empire du divertissement avec son musée à New York, une série d'incendies vint tout réduire en cendres. En une seule nuit, il perdit non seulement son entreprise, mais aussi une grande partie de sa fortune. Il aurait pu s'effondrer psychologiquement, car cet échec n'était pas le fruit d'une erreur de jugement, mais d'un coup du sort. Pourtant, fidèle à lui-même, il refusa la plainte. Il écrivit « J'ai appris que même la ruine peut devenir un terrain fertile pour la renaissance, si l'esprit reste debout. » Cette phrase résume toute sa philosophie. L'échec, pour Barnum, n'était pas une punition. C'était un examen, un test destiné à mesurer la force du caractère.
Il croyait profondément que la vie ne cherche pas à détruire les hommes, mais à les éprouver pour révéler ce qu'ils ont de plus solide. Ce qu'il appelait la persévérance face à la perte, c'était cette capacité à ne pas se laisser réduire à son malheur. Tomber n'était pas un problème, rester au sol, si. Il raconta souvent comment, après l'incendie de son musée, il était resté un long moment à contempler les ruines fumantes avant de déclarer calmement à ses proches « Je reconstruirai, plus grand, plus fort, plus beau ». Cette confiance absolue, presque déconcertante, venait d'une expérience intime. Il savait que la réussite est cyclique. Elle naît, s'élève, chute, renaît, et chaque cycle laisse derrière lui un apprentissage. Les hommes qui échouent et se relèvent deviennent plus sages, plus prudents, plus profonds. Ils apprennent à ne plus s'attacher uniquement aux résultats, mais au processus. L'un des aspects les plus fascinants de Barnum est qu'il a su parler ouvertement de ses fautes. Là où la plupart des entrepreneurs cachent leurs erreurs, lui en faisait des histoires, des leçons, presque des spectacles. Il n'avait pas peur du ridicule, parce qu'il comprenait que la honte ne détruit que ceux qui la fuient. En partageant ses échecs, il désarmait la critique. Il transformait la vulnérabilité en autorité. Cette transparence renforçait sa réputation, parce qu'elle montrait qu'il n'était pas un illusionniste de la réussite, mais un homme réel, faillible, mais déterminé. Ce que Barnum nous apprend ici dépasse le simple cadre des affaires. Il nous enseigne une vision de la vie elle-même. L'échec, selon lui, n'est pas une sortie de route, c'est une bifurcation. Parfois, il faut accepter de perdre une bataille pour comprendre la stratégie qui mènera à la victoire. L'échec est une école plus efficace que la réussite, parce qu'il ne flatte pas l'ego. Il oblige à l'humilité, et l'humilité, disait-il, est la porte d'entrée de toute sagesse durable. Barnum expliquait souvent que la plupart des gens échouent 2 fois, une première fois dans leurs affaires et une seconde fois dans leur esprit. Le véritable échec, selon lui, n'est pas la perte d'argent, mais la perte de courage. Il racontait que, durant ses pires moments, il avait vu des hommes plus riches que lui s'effondrer sous le poids du désespoir, alors que lui, ruiné, trouvait encore la force de rire et de rêver. Cette force venait de sa conviction que rien n'est jamais totalement perdu tant que l'esprit n'abandonne pas. Il savait aussi que les échecs, une fois compris, deviennent des atouts. Dans ses affaires suivantes, il utilisa les leçons apprises pour éviter les pièges du passé. Il apprit à ne plus investir tout son argent dans une seule entreprise. Il apprit à déléguer, à s'entourer d'experts, à diversifier ses sources de revenus. En somme, il transforma ses blessures en stratégie. Chaque cicatrice devint un manuel de survie. Chaque perte, une préparation à un succès plus vaste. La mentalité de persévérance face à la perte n'est pas un don, mais une discipline. Barnum l'a cultivée comme on forge une armure. Il s'imposait une règle, toujours rester en mouvement, même lentement. Ne jamais laisser le désespoir s'installer. Il disait que l'action, même minime, est le meilleur antidote contre la peur. Quand tout semblait perdu, il écrivait, il planifiait, il rêvait à nouveau. Son énergie créative le sauvait du découragement. C'est ainsi qu'après chacune de ses faillites, il renaissait plus fort, plus habile, plus inspiré. Si Barnum est aujourd'hui encore cité parmi les grands pionniers de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il a démontré que le succès durable ne repose pas sur une suite de victoires, mais sur la capacité à survivre aux défaites. Ses échecs lui ont appris à relativiser la gloire, à valoriser le travail constant plutôt que les coups d'éclat. Et surtout, ils lui ont appris à respecter la vie comme un partenaire exigeant, imprévisible, parfois injuste, mais toujours éducative. Nous vivons dans une époque où l'échec est souvent perçu comme une honte, une tâche indélébile. Barnum, lui, nous rappelle qu'il est une étape nécessaire du chemin vers la réussite. Sans échec, pas de remise en question. Sans perte, pas de lucidité. Il disait que le succès sans cicatrice n'a pas de profondeur. Et il avait raison. Les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des preuves de vie. Elles disent
J'ai chuté, mais j'ai continué. Chaque revers est une leçon codée que seuls les esprits patients savent décoder. Ceux qui acceptent l'échec comme un maître deviennent libres, parce qu'ils n'ont plus peur. Et la liberté intérieure, pour Barnum, était la plus grande richesse. Être libre du regard des autres, libre de la peur de recommencer, libre de croire à nouveau malgré la chute, voilà le vrai secret du succès. Ainsi, quand on regarde la vie de P.T. Barnum dans son ensemble, on comprend que son génie ne résidait pas seulement dans ses idées brillantes ou son talent de showman. Il résidait surtout dans son endurance morale. Là où beaucoup voyaient un mur, il voyait une marche. Là où d'autres pleuraient sur leur perte, il construisait déjà la prochaine aventure. Il ne niait pas la douleur, mais il refusait de s'y enfermer. Cette résilience, cette foi obstinée dans la reconstruction, est peut-être la plus belle leçon qu'il ait laissée à ceux qui cherchent à gagner leur vie, honnêtement et durablement. Barnum n'a pas cherché à éviter les échecs. Il a cherché à les comprendre. Et c'est cette différence qui a fait de lui non seulement un homme riche, mais un homme complet. Car au fond, la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient à travers les épreuves. Chapitre 6. L'art de vendre, pour P.T. Barnum, n'était pas un acte commercial, c'était un art subtil, presque mystique, qui ne se résumait pas à l'échange d'un produit contre de l'argent, mais à la capacité de toucher l'imagination humaine. Là où la plupart voyaient une transaction, lui voyait une rencontre entre deux mondes, celui de l'esprit du vendeur et celui du cœur de l'acheteur. Il disait que tout homme qui comprend la nature humaine peut vendre n'importe quoi, non pas parce qu'il trompe, mais parce qu'il sait éveiller un désir sincère. Bien avant que les mots marketing ou publicité n'existent, Barnum en maîtrisait déjà les lois invisibles. Il savait que les gens n'achètent pas ce qu'ils voient, ils achètent ce qu'ils ressentent. Depuis ses débuts modestes, il avait compris que la valeur d'un produit n'est pas seulement dans ce qu'il est, mais dans l'histoire qu'on raconte autour de lui. Quand il organisait ses premiers spectacles, il ne vendait pas simplement des billets. Il vendait une émotion, la curiosité, la surprise, le frisson de l'inconnu. Il présentait l'ordinaire comme extraordinaire, l'invisible comme miraculeux. Et pourtant, il ne trompait pas ses spectateurs. Il leur offrait ce qu'ils cherchaient, une expérience qui sortait du quotidien. Il avait cette capacité unique de comprendre que les hommes ne veulent pas seulement consommer, ils veulent rêver. L'un de ses premiers grands succès fut l'exposition de Joyce Heth, une femme âgée qu'il présenta comme la nourrice de George Washington, âgée de plus de 160 ans. L'histoire était invraisemblable, et Barnum le savait. Mais il sut la raconter avec une telle conviction, un tel sens du mystère, que les foules affluaient pour la voir. Ce n'était pas la véracité de l'histoire qui importait, c'était l'émotion qu'elle provoquait. Les gens voulaient y croire, ne serait-ce qu'un instant. Barnum avait compris que la vente repose sur une seule chose, la capacité à créer une connexion émotionnelle entre une idée et un public. Au fil des années, il perfectionna cette science du récit. Il apprit à donner une âme à chaque chose. Lorsqu'il ouvrit son musée américain à New York, il ne se contenta pas d'y exposer des objets étranges ou des curiosités naturelles. Il transforma l'endroit en un théâtre permanent de l'émerveillement. Chaque pièce avait une histoire, chaque objet était accompagné d'une légende, d'un récit fascinant. Le visiteur n'achetait pas un simple billet d'entrée, il achetait une aventure. Et cette aventure commençait dès l'affiche, dès la rumeur qui courait dans la rue. Barnum fut sans doute le premier à comprendre la puissance de la communication émotionnelle. Il savait que la valeur perçue d'un produit dépend plus du sentiment qu'il inspire que de son utilité réelle. Ce principe, aujourd'hui central dans le marketing moderne, il l'appliquait instinctivement. Il disait que, pour vendre quelque chose, il faut d'abord capturer l'attention, ensuite l'imagination, et enfin le cœur. Son génie tenait à cette compréhension profonde du psychisme humain. Les gens veulent croire qu'ils achètent un fragment de bonheur, une part de rêve, une promesse d'exception. Mais Barnum n'était pas un manipulateur. Contrairement à ce que certains de ses détracteurs ont pu dire, il n'utilisait pas l'illusion pour tromper, mais pour inspirer. Il savait que la satisfaction du client était la clé de toute réussite durable. Tromper une fois,
c'est perdre à long terme. Enchanter sincèrement, c'est fidéliser pour toujours. Son secret résidait donc dans la cohérence entre la promesse et l'expérience. Il promettait l'extraordinaire, et il le livrait. Pas toujours sous la forme attendue, mais toujours avec un sentiment d'émerveillement. Barnum disait souvent qu'un bon vendeur n'impose pas un produit, il révèle un désir. Tout être humain, même celui qui prétend ne rien vouloir acheter, cherche à être ému, reconnu ou surpris. Le rôle du vendeur est de comprendre ce besoin profond, parfois caché, et d'y répondre de manière honnête mais créative. Pour cela, Barnum observait les gens avec une attention d'artiste. Il étudiait leurs gestes, leurs réactions, leurs conversations. Il savait écouter. C'est ainsi qu'il pouvait ajuster ses discours, ses affiches, son ton, pour parler non pas à la raison du public, mais à son imaginaire. L'un des grands principes de Barnum était que le monde veut être amusé. Cela ne signifiait pas que tout devait être superficiel, mais que toute vente, toute idée, devait comporter une dimension de plaisir, d'évasion. Il savait qu'un produit peut être utile, mais s'il n'est pas présenté de manière vivante, il meurt dans l'indifférence. Il appliquait donc à tout ce qu'il faisait une mise en scène subtile. Chaque lancement, chaque campagne, chaque spectacle devenait une histoire à raconter. Il donnait du relief à la banalité, du mystère à l'évidence. Dans ses écrits, Barnum mettait en garde contre ceux qui croient que la vente est une simple question de persuasion. Selon lui, persuader sans comprendre, c'est forcer la main. Convaincre en comprenant, c'est ouvrir le cœur. Il encourageait les jeunes entrepreneurs à étudier la nature humaine plus que la technique de vente. Il disait qu'un bon vendeur doit être un psychologue, un conteur, et parfois même un poète. Parce qu'au fond, vendre, c'est faire ressentir la beauté d'une idée. Barnum n'avait pas peur d'exagérer certains détails dans ses publicités, mais il le faisait avec humour et bienveillance. Il savait que la curiosité est une force puissante. Ses campagnes étaient pleines de phrases mystérieuses, de promesses audacieuses, d'exclamations intrigantes. Il utilisait le langage comme un levier émotionnel, une musique qui attirait les gens. Et quand ils arrivaient, il s'assurait que le spectacle soit à la hauteur de leurs attentes. C'est là que se jouait sa véritable crédibilité. L'art de vendre, pour lui, ne s'arrêtait pas à la séduction. Il se poursuivait dans la satisfaction. Ce qui rend la méthode de Barnum si moderne, c'est qu'il avait compris avant tout le monde la notion d'expérience client. Pour lui, chaque contact avec le public devait être mémorable. Il disait qu'un client satisfait devient votre meilleur vendeur, car il raconte votre histoire à d'autres. Il misait donc sur le bouche à oreille, sur le pouvoir de la rumeur, sur l'émotion partagée. Il savait qu'une bonne réputation se construit moins par les affiches que par les souvenirs qu'on laisse dans l'esprit des gens. Mais ce qui distingue surtout Barnum, c'est sa croyance que tout se vend mieux quand c'est porteur de sens. Il ne cherchait pas seulement à écouler des produits ou des spectacles, il voulait provoquer une émotion collective, créer un lien. Dans son musée, il réunissait des gens de toutes classes sociales, il faisait naître un sentiment d'unité par la curiosité et l'émerveillement. Son art de vendre était donc aussi un art de rassembler. Barnum nous montre que la vente n'est pas un acte égoïste, mais un échange d'énergie. Quand un vendeur croit profondément en ce qu'il propose, cette conviction devient contagieuse. C'est cette sincérité qui crée la confiance. Et la confiance, disait-il, est la monnaie la plus précieuse au monde. Plus précieuse que l'or, car elle ne s'achète pas, elle se mérite. Chaque fois qu'il lançait un nouveau projet, il savait que son nom, sa parole, son image étaient en jeu. Il vendait donc avec son âme, pas seulement avec ses mots. Dans notre monde moderne, saturé de publicité et de promesses, les principes de Barnum résonnent plus fort que jamais. Il nous rappelle que vendre, c'est d'abord comprendre. Comprendre ce que l'autre cherche, ce qu'il craint, ce qu'il espère. C'est écouter avant de parler. C'est offrir avant de demander. Et surtout, c'est raconter avant de convaincre. Les produits changent, les technologies évoluent, mais l'être humain reste le même. Il veut qu'on lui parle à son cœur. Le génie de Barnum n'était pas de manipuler les foules, mais de les comprendre. Il savait que la plus belle des ventes n'est pas celle qui enrichit le vendeur, mais celle qui satisfait le client au point de lui donner envie de revenir. Il a bâti tout son empire sur cette idée simple mais profonde.
donner plus que ce que les gens attendent, et cette générosité stratégique fut la clé de sa prospérité. Barnum nous enseigne enfin une vérité fondamentale. Dans le commerce comme dans la vie, la sincérité est la meilleure stratégie. On peut séduire un public par des artifices, mais on ne le garde que par la valeur réelle de ce qu'on offre. Son art de vendre reposait donc sur une alchimie subtile entre la passion, la créativité et l'honnêteté. Il ne vendait pas des objets, il vendait une vision du monde. Et cette vision, encore aujourd'hui, continue d'inspirer des générations d'entrepreneurs, de créateurs et de rêveurs. Car au fond, vendre, c'est croire. Croire en ce qu'on propose, croire en son public, croire que chaque échange peut être un moment de magie. C'est cette foi, indestructible et contagieuse, qui fit de P.T. Barnum non seulement un marchand d'idées, mais un bâtisseur d'émotions. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de son livre. Celui qui apprend à vendre avec son cœur finit toujours par gagner, même bien au-delà de l'argent. Chapitre 7. La générosité comme levier de prospérité. P.T. Barnum disait souvent que la richesse n'a de sens que si elle circule. Pour lui, l'argent n'était pas un trésor qu'on enferme, mais un courant qu'on entretient. Il avait compris très tôt que la prospérité véritable ne se mesure pas seulement à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on partage. Dans son esprit, la générosité n'était pas un geste moral ou une simple vertu chrétienne, c'était une stratégie de vie. Donner, disait-il, attire la confiance, et la confiance attire les opportunités. Ce que l'on offre finit toujours par revenir, souvent multiplié. C'est une loi naturelle, aussi vraie que celle de la gravité. Cette philosophie, Barnum ne la professait pas depuis un piédestal. Il l'avait apprise à travers ses échecs et ses renaissances. Chaque fois qu'il avait tout perdu, ce n'est pas la ruse ou la chance qui l'avait sauvé, mais la main tendue de ceux à qui il avait su donner avant. Il se souvenait de ces jours où, ruiné, il n'avait pour richesse que sa réputation d'homme juste et généreux. Et c'est cette réputation qui lui avait ouvert les portes. Les banquiers, les amis, les collaborateurs revenaient vers lui non parce qu'il promettait des profits, mais parce qu'il se souvenait de sa bienveillance passée. Il avait compris qu'un homme qui donne sans calcul construit un capital invisible, un réseau de fidélité qui vaut mieux que n'importe quelle somme. Barnum croyait à la circulation vertueuse de l'argent. Il disait que l'argent est comme le sang. Quand il circule, il nourrit et fortifie tout le corps social. Quand il stagne, il corrompt et meurt. Pour lui, la pingrerie était une maladie de l'âme. L'avarice, loin de protéger la fortune, finit par l'assécher. Il observait que les hommes les plus prospères étaient souvent ceux qui savaient redistribuer. Non pas par ostentation, mais par intelligence. Car donner dans son esprit n'était pas se priver, c'était investir. Investir dans les autres, dans la confiance, dans le futur. L'un de ses grands principes était de toujours partager une partie de ce qu'il gagnait, même dans les périodes difficiles. Il estimait que celui qui n'est pas capable de donner quand il a peu ne saura jamais donner quand il aura beaucoup. La générosité n'était pas pour lui une question de montant, mais de mentalité. Il disait qu'$1 donné avec le cœur vaut plus qu'1 millier offert avec calcul. Donner, c'est affirmer que l'abondance existe, que l'on n'a pas peur du manque. C'est un acte de foi dans la vie, une manière de dire « je ne suis pas esclave de ce que je possède ». Barnum savait que la générosité crée des liens humains indestructibles. Dans le monde des affaires, où tout semble parfois froid et intéressé, il se distinguait par sa chaleur et sa considération. Il traitait bien ses employés, offrait des primes, récompensait la loyauté. Il disait que le meilleur investissement d'un entrepreneur, c'est le bien-être de ceux qui travaillent pour lui. Parce qu'un homme heureux produit mieux, pense mieux et reste fidèle. Dans ses spectacles comme dans ses musées, il veillait à ce que chacun se sente reconnu. Cette humanité sincère, perceptible à travers chaque détail, se répercutait sur son succès. Ses collaborateurs étaient fiers de travailler pour lui, et son public le sentait. Il appliquait aussi ce principe dans ses relations avec ses concurrents. Là où d'autres voyaient la compétition comme une guerre, lui y voyait un terrain d'échange. Il n'hésitait pas à féliciter un rival, à prêter du matériel, à encourager les jeunes talents. Beaucoup de ceux qui l'avaient aidé devinrent plus tard ses alliés ou ses soutiens.
Barnum avait compris que dans le monde des affaires, comme dans la vie, la coopération rapporte plus que la rivalité, et la générosité est le ciment de cette coopération. Mais il savait aussi que donner ne signifie pas se laisser exploiter. Sa générosité n'était pas naïve. Il savait poser des limites, refuser les profiteurs, se protéger des flatteurs. Donner, pour lui, c'était agir avec discernement, choisir où placer son énergie et son argent pour que cela ait un sens. Il faisait la différence entre aider et s'épuiser, entre offrir et s'oublier. C'est ce qu'il appelait la générosité intelligente, celle qui nourrit la confiance sans nourrir la dépendance. Barnum racontait souvent qu'il avait vu des fortunes disparaître non pas à cause de la malchance, mais à cause de la peur de partager. Des hommes qui, par crainte de perdre, gardaient tout, contrôlaient tout et finissaient par s'isoler. Il disait que l'argent, comme l'eau, devient toxique quand il ne circule plus. Celui qui retient trop finit par étouffer sous le poids de ce qu'il croit posséder. La générosité, au contraire, libère. Elle allège l'âme, elle renouvelle les flux de la vie. Il aimait donner non seulement de l'argent, mais du temps, des conseils, de l'encouragement. Il croyait profondément que chaque être humain a quelque chose à offrir. La parole, la présence, la bienveillance sont aussi des formes de richesse. Il se souvenait des années de sa jeunesse, quand il n'avait rien d'autre à donner qu'un sourire ou une idée, et il affirmait que c'est cette attitude qui avait attiré vers lui la chance. La générosité, selon lui, n'attend pas la richesse. Elle la crée. Parce qu'en donnant, on attire naturellement ce que l'on rayonne. Dans ces dernières années, alors qu'il était devenu un homme célèbre et fortuné, Barnum consacra une partie de sa fortune à des œuvres sociales, des bibliothèques, des écoles. Il voulait rendre à la société ce qu'elle lui avait permis d'obtenir. Mais plus encore, il voulait transmettre l'idée que la prospérité partagée est plus solide que la richesse individuelle. Il disait qu'un homme riche dans un monde pauvre est un homme pauvre entouré d'illusions. La véritable abondance pour lui, c'était de participer au bien commun. Ce qu'il défendait au fond, c'était une vision de l'économie comme un organisme vivant. Si chaque individu cherche seulement à accumuler, le système se bloque. Si chacun contribue, même un peu, tout s'élève. La générosité crée un mouvement d'élévation collective qui profite à tous. Barnum y voyait une loi presque spirituelle. Ce que tu donnes te revient, parce que le monde ne supporte pas le vide. Il croyait à la réciprocité naturelle des choses, à cette sorte d'équilibre invisible qui récompense ceux qui savent ouvrir la main. Et il ne s'agissait pas seulement de donner dans les bons moments. Il insistait sur le fait que c'est dans la difficulté qu'il faut continuer à partager, parce que c'est là que se révèle la vraie foi dans la vie. Il racontait qu'après l'incendie de son musée, alors qu'il venait de tout perdre, il avait offert de l'aide à un vieil employé sans ressources. Quelques semaines plus tard, cet homme, reconnaissant, le mit en contact avec un investisseur qui lui permit de se relancer. Cette histoire, il la répétait souvent pour rappeler que chaque acte généreux est une graine dont on ignore la récolte, mais dont la germination est inévitable. Barnum n'idéalisait pas la pauvreté, ni ne méprisait la richesse. Il voyait simplement l'argent comme un outil, un instrument de liberté et d'action. Et comme tout outil, il ne prend sens que par l'usage qu'on en fait. L'argent qui dort est inutile, l'argent qui circule crée de la vie. Donner pour lui, c'était remettre l'énergie en mouvement. Il voyait dans la générosité une force magnétique. Plus on donne, plus on attire. Non pas par magie, mais parce que celui qui donne se place naturellement au centre du réseau humain, là où passent les échanges, les idées, les opportunités. Il disait que la générosité est la plus rentable des vertus, parce qu'elle multiplie les contacts, les amitiés, les occasions. Celui qui aide devient une référence, un point de confiance. Et dans le monde des affaires, la confiance vaut plus que l'argent. Les gens veulent travailler avec ceux qu'ils respectent, et on ne respecte jamais autant que celui qui partage. Ainsi, la générosité n'était pas seulement un idéal moral pour Barnum, mais une stratégie d'influence positive. Elle faisait de lui un aimant social et économique. Aujourd'hui encore, ce principe conserve toute sa force. Dans un monde dominé par la compétition et la peur du manque, la générosité semble parfois naïve. Et pourtant,
elle reste le plus sûr des investissements. Donner, c'est semer dans le terrain des autres pour que la moisson revienne vers soi, enrichie, transformée. La générosité authentique n'appauvrit jamais. Elle éduque le cœur, elle élargit l'horizon, elle prépare les rencontres que le calcul ne permet pas. Barnum a prouvé que la prospérité durable repose sur la circulation de la richesse. Celui qui sait redistribuer garde toujours un flux constant, car la vie récompense le mouvement. Sa philosophie pourrait se résumer ainsi: sois un canal, pas un réservoir. Ce que tu laisses passer à travers toi finit toujours par te nourrir. Dans le commerce comme dans la vie, celui qui donne sincèrement attire la lumière, parce qu'il devient source. La générosité, dans la vision de Barnum, n'est donc pas seulement une qualité morale, c'est un levier de puissance. Elle transforme la richesse en influence, la fortune en respect, le succès en héritage. C'est le secret des grands bâtisseurs, de ceux qui comprennent que le vrai pouvoir n'est pas de posséder, mais de transmettre. Car donner, c'est prolonger son œuvre au-delà de soi. Et celui qui donne continue d'exister dans la mémoire des autres bien après avoir disparu. Chapitre 8. Les illusions de la richesse rapide. P. T. Barnum connaissait mieux que quiconque le pouvoir de l'illusion. Il avait bâti sa renommée sur l'art de fasciner les foules, de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de donner à l'imagination du public de quoi rêver. Mais paradoxalement, lui qui savait créer des mirages, savait aussi qu'en matière de fortune, l'illusion est le plus dangereux des pièges. Barnum répétait souvent que la richesse véritable ne se conquiert pas dans la précipitation. La fortune qui arrive trop vite est souvent celle qui s'enfuit la plus facilement. L'argent gagné sans discipline glisse entre les doigts comme du sable, parce qu'il n'a pas été mérité par l'effort et la constance. Il observait dans son époque, comme dans la nôtre, cette fascination pour les réussites éclairs, ces fortunes soudaines qui enivrent et qui trompent. Il voyait ces hommes, à peine enrichis, se transformer en rois d'un jour, brûlant leur argent dans des plaisirs stériles, croyant que le succès est un état permanent. Barnum, lui, savait que la prospérité est une plante fragile qu'il faut arroser avec patience. Il disait « La lenteur disciplinée est plus sûre que la rapidité imprudente ». Car derrière chaque fortune durable se cache un homme qui a appris à attendre, à recommencer, à consolider. Dans sa jeunesse, Barnum avait lui-même cédé à la tentation de la facilité. Le succès fulgurant de son musée, ses spectacles à guichets fermés, les foules qui se pressaient pour voir ses curiosités, tout cela lui avait donné l'impression que la richesse était acquise pour toujours. Il dépensait sans compter, multipliait les projets, les acquisitions, les fêtes. Il croyait que le flux ne s'arrêterait jamais. Mais la réalité lui rappela sa loi impitoyable. Rien n'est éternel pour celui qui ne construit pas sur des fondations solides. L'incendie de son musée et ses faillites successives furent les leçons les plus amères de sa vie. Il comprit alors que la richesse rapide est comme une flamme vive. Elle éclaire fort, mais s'éteint vite. C'est dans ces moments de chute que Barnum découvrit la valeur de la lenteur. Il comprit que la véritable prospérité se construit comme une cathédrale, pierre après pierre, année après année. Rien de grand ne s'élève dans la hâte. Il disait que la fortune obtenue sans effort est une illusion dangereuse, car elle prive l'homme du travail intérieur qui donne un sens à la réussite. La richesse sans discipline engendre la vanité, et la vanité précède la chute. Ce qu'il respectait le plus chez un homme, ce n'était pas la quantité de son or, mais la qualité de son parcours. Pour Barnum, l'impatience était l'un des pires ennemis de la réussite. Il voyait dans la société moderne une sorte de frénésie, un désir de tout obtenir tout de suite, l'argent, la gloire, la reconnaissance. Mais cette quête du gain immédiat détruit la sagesse qui fait durer les choses. Celui qui veut tout trop vite finit par tout perdre, car il saute les étapes nécessaires à la maîtrise. Il ne bâtit rien de solide, il ne comprend pas les cycles, il ne connaît ni l'attente ni la stratégie. L'impatience est une forme de pauvreté déguisée, disait-il, parce qu'elle empêche l'esprit d'acquérir la véritable richesse, la connaissance de la valeur des choses. Barnum aimait rappeler qu'un homme qui hérite d'une fortune, sans en avoir appris les lois, est semblable à un enfant qui joue avec une machine puissante. Il finira par la briser.
L'argent ne se garde pas avec la chance, mais avec la compréhension. Ceux qui s'enrichissent trop vite croient avoir trouvé un raccourci, mais ils n'ont fait que contourner les étapes formatrices. Ils ignorent la discipline, le doute, la rigueur, ces vertus silencieuses qui protègent les grands patrimoines. La lenteur n'est pas un frein, c'est une force. Elle apprend la patience, la prudence, la lucidité. Il se moquait parfois de ces nouveaux riches de son temps, dont la fortune était aussi fragile que leur orgueil. Ils achetaient des chevaux, des vêtements somptueux, des maisons gigantesques, croyant que le luxe prouvait leur valeur. Mais pour Barnum, le luxe prématuré était une maladie de l'âme. Il disait « Ce n'est pas le luxe qui rend heureux, c'est la maîtrise qu'on en a. L'homme qui dépense pour paraître riche prouve seulement qu'il ne l'est pas intérieurement. Il court après une image, un reflet, une approbation. La véritable richesse, elle, se passe de spectacle. Elle se reconnaît au calme, à la sécurité intérieure, à la capacité de dire non aux excès. » Barnum savait que la lenteur disciplinée forge une stabilité qu'aucune fortune rapide ne peut offrir. Celui qui apprend à gagner petit à petit développe une sagesse, une vigilance. Il sait d'où vient chaque pièce, il respecte chaque dollar. Ce respect engendre la durabilité. La richesse rapide, au contraire, engendre la négligence. Quand tout arrive sans effort, tout semble facile et l'on croit que cela durera toujours. C'est là que commence la chute. Il observait que les plus grandes faillites naissent non de la malchance, mais de la précipitation et de l'illusion de contrôle. Il aimait aussi rappeler que le véritable luxe, c'est la liberté et non la dépense. L'homme qui court après les signes extérieurs de richesse devient l'esclave de ses apparences. Il travaille non plus pour vivre, mais pour entretenir l'image qu'il a créée. Barnum, lui, avait appris à distinguer la gloire du paraître et la paix du posséder. Après ses revers, il vécut plus simplement, plus prudemment, tout en continuant à créer. Il avait compris que la lenteur disciplinée n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, celle qui consiste à durer. Il voyait la richesse rapide comme une épreuve, un test de caractère. Certains en sortent grandis, d'autres détruits, car l'argent ne change pas l'homme, il le révèle. Celui qui n'a pas appris la maîtrise dans la pauvreté ne saura pas la garder dans l'abondance. C'est pourquoi Barnum disait que le temps est le meilleur filtre de la réussite. Le temps élimine les impostures, purifie les intentions, sélectionne les bâtisseurs. La lenteur enseigne ce que la rapidité ignore, la gratitude, la patience, la vision à long terme. Il expliquait souvent que la discipline financière est comme une digue. Elle canalise le flot de la fortune pour qu'il ne détruise pas tout sur son passage. Celui qui apprend à contrôler ses dépenses avant d'être riche sera toujours maître de sa vie. Celui qui attend la richesse pour apprendre la maîtrise sera toujours en retard. L'argent rapide n'enseigne pas la gestion, il enseigne la dépendance. Il rend l'homme capricieux, gourmand, insatiable. Il le pousse à chercher toujours plus, sans comprendre qu'il est déjà prisonnier du trop. Barnum prônait une lenteur active, pas une lenteur passive. Il ne s'agissait pas de rester immobile, mais d'avancer avec méthode, de consolider chaque pas. Il voyait la richesse comme une construction architecturale. Il faut du temps pour que les fondations soient solides. Un édifice élevé trop vite s'effondre au premier vent. La lenteur permet de corriger, d'ajuster, de comprendre. Elle forme le caractère et rend l'homme capable de supporter le poids de la réussite. Il disait que la fortune ne se mesure pas à la vitesse, mais à la résistance. Beaucoup montent vite, peu restent debout. Ce qui distingue les uns des autres, c'est la capacité à apprendre, à attendre, à se renforcer dans les moments de doute. La lenteur disciplinée permet de bâtir non seulement une richesse matérielle, mais une richesse intérieure, la paix, la confiance, la gratitude. Ces trésors-là, aucune crise ne peut les détruire. Dans le monde moderne, où tout semble devoir aller vite, où l'on promet la richesse en quelques clics et le succès en quelques semaines, le message de Barnum résonne comme un avertissement. Il rappelle que ce qui vient facilement part de la même façon, que la réussite durable se nourrit de persévérance, de stratégie, de patience, que les raccourcis sont des impasses déguisées.
L'homme pressé voit des opportunités partout, mais il ne voit pas les pièges. L'homme patient, lui, avance lentement, mais chaque pas est solide. Barnum croyait en la force tranquille de la progression. Il savait que chaque apprentissage, chaque effort, chaque erreur paye à long terme. L'argent rapide attire la foule, mais la richesse lente construit les empires. Ceux qui acceptent de grandir lentement deviennent inébranlables, parce qu'ils ont bâti sur la réalité, pas sur le rêve. Il disait « Je préfère une fortune lente et certaine à un miracle qui me brûle les doigts ». Ainsi, la lenteur disciplinée n'est pas l'ennemi du succès, elle en est la condition. La vraie richesse, c'est celle qu'on comprend, qu'on protège, qu'on fait fructifier sans hâte. Barnum avait compris que la patience est le plus grand des multiplicateurs. Elle transforme le temps en allié, l'effort en habitude et l'habitude en réussite. La richesse rapide, elle, n'a pas le temps d'enraciner la sagesse. Elle donne l'illusion du pouvoir, mais pas sa substance. En fin de compte, Barnum voyait la fortune comme un voyage, pas comme une arrivée. Ceux qui veulent aller trop vite passent à côté de la beauté du chemin. La lenteur leur paraît une perte de temps, mais c'est elle qui forge le caractère, qui affine la vision, qui prépare à la véritable abondance. L'homme patient ne craint pas la tempête, car il sait d'où il vient et où il va. C'est cette lenteur intelligente, disciplinée, méthodique, qui transforme une idée en empire et un rêve en réalité durable. Chapitre 9. L'éducation financière. P.T. Barnum croyait profondément que la véritable richesse commence dans l'esprit. Pour lui, la fortune n'était jamais le fruit du hasard, ni de la seule ambition. Elle était le résultat d'une compréhension, d'une discipline intellectuelle, d'une éducation que l'on cultive jour après jour. Il répétait souvent que l'homme ignorant peut gagner beaucoup, mais il perdra tout s'il ne sait pas comment fonctionne l'argent. La connaissance était, à ses yeux, la plus sûre des assurances contre la pauvreté. La richesse durable, disait-il, n'appartient pas à celui qui possède, mais à celui qui comprend. Barnum voyait autour de lui des hommes qui travaillaient dur, parfois toute leur vie, sans jamais atteindre la sécurité financière. Non pas par manque d'effort, mais par manque de savoir. Ils ignoraient les règles simples mais essentielles de la gestion, de l'investissement, du discernement. Ils savaient gagner mais pas garder. Il en avait conclu que l'éducation financière est ce qui distingue le travailleur épuisé du bâtisseur prospère. Ce n'est pas le monde qui est injuste, disait-il, c'est l'ignorance qui est coûteuse. L'homme qui ne comprend pas la valeur de l'argent devient toujours esclave de ceux qui la comprennent mieux. Pour Barnum, apprendre était une obligation morale. Il ne cessait jamais de lire, de s'informer, de questionner. Même au sommet de sa gloire, il restait curieux de tout, de l'économie, de la psychologie humaine, des sciences, de la philosophie. Il disait que chaque livre ouvre une porte sur un monde nouveau et que ces mondes cumulés forment la carte d'un esprit riche. C'est cette curiosité insatiable qui l'avait aidé à anticiper les tendances, à comprendre ce qui faisait vibrer le public, à saisir les occasions avant les autres. Il savait que la connaissance est le meilleur des capitaux parce qu'elle se multiplie à mesure qu'on la partage. Il aimait répéter qu'il n'avait pas eu d'éducation luxueuse, mais qu'il s'était éduqué lui-même. Il passait des heures à lire les journaux, les biographies, les traités économiques. Il observait les comportements, notait les erreurs des autres, tirait des leçons de chaque expérience. Pour lui, chaque échec était une école, chaque succès une confirmation. Il ne croyait pas à la chance aveugle, mais à la préparation. La chance, disait-il, n'est que la rencontre du savoir et de l'occasion. Ceux qui apprennent sans cesse finissent toujours par rencontrer l'occasion qui récompense leurs efforts. Barnum voyait l'argent comme un langage qu'il fallait apprendre à parler. Et comme tout langage, il avait sa grammaire, ses nuances, ses pièges. Celui qui ne comprend pas ce langage est condamné à répéter les mêmes erreurs. L'éducation financière, selon lui, n'était pas réservée aux banquiers ou aux hommes d'affaires. C'était un savoir de survie, une compétence vitale. Il estimait qu'un père qui enseigne à son enfant à économiser, à investir, à lire les signes du marché, lui offre un héritage bien plus grand que l'argent lui-même,
car l'argent se dépense, mais la compréhension se transmet. Il prônait la lecture quotidienne comme un exercice d'enrichissement intérieur. Non pas la lecture distraite, mais la lecture appliquée, celle qui transforme. Il aimait relire les mêmes ouvrages plusieurs fois, car il savait que la sagesse ne se dévoile jamais entièrement au premier regard. Chaque relecture, disait-il, révèle un nouveau trésor à celui qui a mûri entre-temps. Il considérait la bibliothèque comme le coffre-fort des hommes libres. Ceux qui lisent, pensait-il, ne dépendent pas des discours des autres. Ils forment leur propre jugement. Et dans les affaires, le jugement est plus précieux que l'or. Barnum était convaincu que l'éducation financière ne se limite pas aux chiffres. Elle concerne aussi la psychologie, les émotions, la perception de la valeur. Il savait que la plupart des erreurs financières naissent non de l'ignorance comptable, mais du manque de maîtrise de soi. L'homme qui cède à la peur ou à la cupidité ne peut pas prospérer durablement. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de connaître ses propres limites, de comprendre ses impulsions. Le plus grand danger, disait-il, n'est pas dans le marché, mais dans notre propre cœur. La connaissance de soi est, selon lui, la première forme d'éducation financière. Il avait observé que beaucoup de gens cherchent à gagner plus avant d'apprendre à gérer ce qu'ils ont déjà. C'est une erreur fatale, pensait-il, car celui qui ne sait pas gérer $1 ne saura jamais gérer 1 million. La richesse n'est qu'un amplificateur, elle met en lumière les habitudes déjà présentes. C'est pourquoi Barnum recommandait de cultiver très tôt les bonnes pratiques, économiser, planifier, investir prudemment, éviter les dettes inutiles. Ces habitudes, disait-il, valent plus que n'importe quel revenu. Elles forment le squelette invisible de toute réussite durable. Il plaçait la curiosité au centre de tout apprentissage. Pour lui, la curiosité est une force motrice, un moteur invisible qui pousse l'homme à sortir de sa zone de confort. La curiosité rend vigilant, réactif, créatif. C'est elle qui empêche la stagnation. Barnum croyait que l'esprit qui cesse de s'instruire commence à décliner, quelle que soit sa fortune. L'éducation n'était pas pour lui un passage de jeunesse, mais un devoir de toute une vie. À 60 ans passés, il continuait à apprendre de ses employés, de ses concurrents, du public lui-même. Il savait que chaque jour apporte une leçon à celui qui garde l'esprit ouvert. La curiosité, pour Barnum, n'était pas un luxe intellectuel, mais une stratégie de survie économique. Il observait sans cesse les comportements humains, les tendances, les désirs du public. Il savait que comprendre les gens, c'est comprendre la valeur. Celui qui lit le cœur humain lit aussi le marché. C'est grâce à cette curiosité qu'il avait su transformer des idées simples en spectacles à succès. Là où d'autres voyant des détails sans importance, lui voyaient des opportunités. Cette capacité d'observer, d'apprendre, d'expérimenter était la clé de son génie. Barnum affirmait que l'éducation financière ne finit jamais, parce que l'économie change, les sociétés évoluent, et les règles d'hier deviennent vite obsolètes. Celui qui s'endort sur ses acquis finit toujours dépassé. Il admirait les esprits qui restaient flexibles, capables de se réinventer. Il disait que la stagnation intellectuelle est une forme lente de faillite. Pour lui, le véritable investisseur, c'est celui qui investit d'abord dans sa tête. Les livres, les formations, les discussions, les voyages, tout ce qui nourrit l'intelligence est une forme de capital. L'argent suit toujours la connaissance, jamais l'inverse. Il regrettait souvent que tant de gens cherchent des secrets de richesse alors que le plus grand secret est visible. Lire, apprendre, comprendre. L'éducation est la fondation sur laquelle toutes les autres formes de succès reposent. Sans elle, la fortune est un château de sable. Avec elle, même un petit revenu peut devenir une base solide. Barnum avait vu des hommes sans instruction perdre leur fortune, et d'autres, partis de rien, devenir prospères, simplement parce qu'ils avaient appris à penser différemment. Le savoir, disait-il, transforme la pauvreté en promesse. Il insistait aussi sur le rôle de la transmission. L'éducation financière n'a de sens que si elle circule, si elle élève les autres. Il encourageait les parents, les maîtres, les entrepreneurs à enseigner ce qu'ils savaient. Parce qu'en partageant la connaissance, on la renforce. Il voyait l'éducation comme une forme de générosité supérieure à l'aumône.
Donner de l'argent aide pour un jour, donner la compréhension aide pour la vie. Il rêvait d'un monde où chaque individu saurait gérer ses ressources avec sagesse, où la misère serait combattue non par la charité seule, mais par l'instruction. Au fond, Barnum voyait la connaissance comme le grand égalisateur social. Dans un monde où la naissance, les privilèges et les hasards déterminaient souvent la richesse, il croyait que l'esprit cultivé pouvait tout renverser. Celui qui apprend devient libre. Il n'a plus besoin d'attendre, de supplier ni d'envier. Il crée ses propres opportunités parce qu'il comprend les lois invisibles du succès. L'éducation donne la dignité, la lucidité et la confiance. Elle transforme le travail en art et l'effort en stratégie. Barnum savait que l'argent s'épuise, mais que l'intelligence se renouvelle. C'est pourquoi il considérait l'éducation financière comme la seule richesse inépuisable. Celui qui sait comment créer de la valeur ne craint ni la faillite, ni les crises. Il peut tout recommencer, car il porte sa fortune en lui. C'est là le secret des hommes vraiment prospères. Leur richesse ne dort pas dans une banque, elle vit dans leur esprit. En fin de compte, Barnum nous laisse une leçon simple mais essentielle. Celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Et celui qui cesse de grandir commence à perdre, même s'il possède déjà beaucoup. La lecture, la curiosité, la réflexion, voilà les vraies sources de la prospérité. L'éducation n'est pas seulement un moyen de s'enrichir, c'est une manière de vivre avec intelligence, de comprendre la valeur avant de la posséder et de faire de chaque expérience un pas vers une sagesse plus grande. Barnum l'avait compris. L'homme instruit n'est jamais pauvre, car son esprit est un trésor que rien ne peut lui ôter. Chapitre 10. Le bonheur au-delà de l'argent. Pour P.T. Barnum, la richesse n'a jamais été une fin en soi. L'argent n'était pour lui qu'un instrument, un moyen d'expression, un levier pour accomplir quelque chose de plus grand, la liberté et l'utilité sociale. Il disait souvent que l'homme qui travaille uniquement pour accumuler finit prisonnier de ses possessions. Il amasse sans jouir, dépense sans gratitude et meurt sans avoir vraiment vécu. Barnum considérait que la fortune n'a de valeur que lorsqu'elle améliore la vie, la sienne et celle des autres. Sans but noble, l'or perd tout éclat. Il avait vu trop d'hommes courir après la richesse comme on court après une illusion, croyant qu'au bout du chemin se trouve la paix. Mais plus ils gagnaient, plus ils semblaient vides. Leur palais devenait leur prison, leur désir leur chaîne. Barnum comprenait que l'argent, livré à lui-même, ne comble rien. Il peut acheter du confort, jamais la sérénité. Il peut multiplier les plaisirs, mais il ne remplace pas la joie. C'est pourquoi il affirmait que la véritable réussite consiste à vivre libre, c'est-à-dire à ne dépendre d'aucune illusion. Pour lui, la liberté ne signifiait pas l'absence de travail, mais la maîtrise de son temps et de ses choix. L'homme libre, disait-il, n'est pas celui qui ne travaille plus, mais celui qui choisit son œuvre. L'argent doit servir à cela. Acheter du temps pour créer, penser, aimer, contribuer. Un esprit lucide sait que la fortune est fragile, qu'elle va et vient comme le vent. Mais ce que l'on fait avec elle, ce qu'elle permet de bâtir ou de transmettre, voilà ce qui reste. Barnum mesurait la richesse non en pièces, mais en impact. Il attachait une importance immense à la moralité dans les affaires. Pour lui, la prospérité durable ne peut exister sans droiture. Il affirmait qu'un profit né de la tromperie finit toujours par coûter plus cher que ce qu'il rapporte. L'homme rusé gagne rapidement, mais perd la paix intérieure. L'homme honnête avance plus lentement, mais construit sur du roc. Barnum avait compris que la confiance du public, une fois perdue, ne se rachète pas. Il préférait 1000 fois un succès modeste mais propre, qu'une fortune bâtie sur le mensonge. L'argent a une odeur, disait-il, et le cœur humain l'aperçoit toujours. Dans ces dernières années, Barnum parlait souvent du devoir moral des riches. Il disait que la fortune est une responsabilité, pas une excuse pour l'orgueil. L'homme prospère a l'obligation morale de faire fructifier sa richesse pour le bien commun. Donner, encourager, instruire, inspirer. Voilà selon lui les usages nobles de l'argent. Ce n'est pas la quantité du don qui compte, mais la qualité de l'intention. Une pièce donnée avec compassion a plus de valeur qu'une fortune donnée pour être admirée. L'argent qui circule avec sagesse devient une énergie de progrès. Celui qui stagne dans l'égoïsme finit par se corrompre.
Barnum n'était pas un saint ni un philosophe enfermé dans ses idées. C'était un homme d'affaires, un stratège, un rêveur pragmatique. Mais au fond de lui, il savait que la vie ne se mesure pas à la longueur du compte bancaire. Il avait connu les faillites, la honte, les critiques, et avait appris à relativiser. Il disait que l'argent perdu se regagne toujours, mais qu'un cœur desséché ne se ranime pas. La vraie richesse, c'est de garder la capacité d'aimer, de rire, de s'émerveiller. C'est d'avoir assez pour être utile, et pas trop pour se perdre. Barnum croyait à la sagesse comme contrepoids à la fortune. La richesse matérielle, sans la sagesse pour la guider, devient un poison lent. Elle nourrit la vanité, l'impatience, la comparaison. La sagesse, au contraire, transforme l'argent en outil d'équilibre. Elle apprend à se contenter, à apprécier, à donner. Elle montre que le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la gratitude. Un homme peut être riche de peu, s'il sait reconnaître la valeur du peu qu'il a. Barnum disait que le bonheur n'a rien à voir avec la taille du portefeuille, mais avec la paix du cœur. Il observait avec tristesse les nouveaux riches de son époque, pressés de montrer leur fortune, incapables d'en goûter la substance. Ils vivaient dans l'excès, comme pour se prouver à eux-mêmes qu'ils avaient réussi. Mais leur agitation trahissait leur vide intérieur. Barnum, lui, préférait la simplicité raffinée, le plaisir calme, la beauté discrète. Il pensait que le luxe authentique, c'est d'avoir le choix, celui de dire non, de ralentir, de refuser les compromissions. La vraie richesse, c'est de ne pas être obligé. Il parlait souvent du lien entre bonheur et utilité. L'homme heureux, selon lui, est celui qui se sent utile, même modestement. Le bonheur sans utilité est une illusion molle, une forme de paresse de l'âme. Barnum trouvait sa joie dans la création, dans le fait de produire quelque chose qui émerveille, qui élève, qui amuse le monde. Son cirque n'était pas seulement une entreprise, c'était une œuvre d'art populaire, une façon de rendre la vie plus légère. Il avait compris que donner de la joie aux autres enrichit intérieurement celui qui la donne. Pour Barnum, la moralité n'était pas un frein aux affaires, mais leur boussole. Dans un monde où tout semblait pouvoir s'acheter, il affirmait que l'honneur reste la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Un homme qui trahit pour un gain trahit toujours deux fois, son client et lui-même. La prospérité, disait-il, est stérile sans conscience. Et la conscience, seule, transforme l'argent en bénédiction. Il croyait profondément que le succès moralement propre a une saveur particulière, celle du respect de soi. À mesure qu'il vieillissait, Barnum s'intéressait moins à accumuler qu'à transmettre. Il voyait la richesse comme une torche qu'il fallait passer, non comme un trésor à garder. Il consacra une grande partie de sa fortune à des projets éducatifs, à des causes civiques, à la culture. Il voulait que son nom évoque non seulement la réussite, mais la contribution. Car, selon lui, la seule immortalité possible pour un homme est celle qu'il construit dans le cœur des autres. Il disait souvent que la plus grande erreur des hommes riches est de croire qu'ils possèdent quelque chose. En vérité, tout est prêté, la santé, le succès, le temps. L'argent n'est qu'un visiteur passager entre nos mains. Ce que l'on fait pendant qu'il est là détermine s'il nous aura servi ou déformé. Celui qui comprend cela cesse de courir et commence à vivre. La sagesse, c'est d'utiliser la richesse comme un instrument de liberté et non comme une idole d'asservissement. Barnum voyait la vie comme une balance subtile entre ambition et contentement. Il disait qu'il faut assez d'ambition pour avancer et assez de sagesse pour savoir s'arrêter. L'homme qui ne sait pas s'arrêter ne sera jamais riche, car il confond mouvement et progrès. L'argent, lorsqu'il est bien compris, ne rend pas avide, il rend libre. Et la liberté, pour Barnum, était le vrai but de toute réussite. Le bonheur, dans sa vision, ne résidait pas dans les possessions, mais dans la clarté intérieure. C'est l'harmonie entre le désir et la gratitude, entre le rêve et la réalité. L'homme heureux est celui qui a trouvé un sens à son effort, une paix dans son action, une joie dans son partage. L'argent n'est qu'un serviteur, le cœur en est le maître. Ainsi, Barnum nous laisse une ultime leçon. On peut tout perdre et rester riche si l'on garde la sagesse et la dignité. La fortune passe,
mais le bonheur demeure dans l'âme de celui qui a compris que l'or ne brille vraiment que lorsqu'il éclaire la vie des autres. Le but de la richesse n'est pas de tout posséder, mais de ne plus être possédé par rien. Et dans ce détachement lucide, dans cette liberté conquise, réside la seule forme de richesse que la mort elle-même ne peut pas reprendre. Conclusion. En parcourant les pages de l'art de gagner de l'argent, une vérité simple se dégage, intemporelle et universelle. La richesse durable se bâtit sur la discipline, la réputation et la sagesse. Tout le reste, la chance, le talent, les opportunités, n'en sont que les conséquences naturelles. Barnum nous a montré que l'argent n'est pas une question de magie, mais d'état d'esprit. Il appartient à ceux qui savent le comprendre, le respecter et l'utiliser avec intelligence. Au fil de ces 10 principes, il nous a appris que la discipline financière